Un géant endormi s'est réveillé, et c'est entièrement la faute de la Russie. Après 10 ans de sous-investissement, l'Allemagne est en train de redevenir rapidement la force militaire la plus puissante d'Europe. Elle augmente ses dépenses de défense comme jamais auparavant, modifie d'anciennes règles constitutionnelles et investit dans des équipements militaires parmi les plus sophistiqués au monde. Ce faisant, elle pose un énorme problème à la Russie et à son président Vladimir Poutine. Un problème pouvant sérieusement compromettre les projets à long terme de Vladimir Poutine pour de futures conquêtes hors d'Ukraine. Mais la plus grande ironie, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé sans l'agression de la Russie. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, l'Allemagne n'était plus l'une des armées les plus puissantes du monde, contrairement à autrefois. Après la Seconde Guerre mondiale, lors de la conférence de Potsdam en 1945 qui a eu lieu après la reddition de l'Allemagne, toutes les nations alliées pensaient qu'à l'avenir, l'Allemagne devait être démilitarisée. L'Allemagne de l'Ouest était d'accord, la plupart des politiciens et des Allemands estimant que c'était le minimum pour expier les horreurs commises pendant la guerre. La Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande, a été dissoute. Des millions d'anciens membres de la Wehrmacht ont servi comme main-d'œuvre forcée en Europe et en URSS, employés au déminage et à la reconstruction. D'énormes quantités de matériel militaire allemand ont également été soit détruites, soit confisquées. Et les États-Unis ont pris le contrôle des décisions militaires pour l'Allemagne dans les années qui ont suivi. Puis, la guerre froide a commencé. Alors que les tensions commençaient à monter entre l'Union soviétique et les puissances occidentales, les États-Unis et leurs alliés ont autorisé la reconstruction d'une armée allemande, la Bundeswehr, qui a été intégrée à l'OTAN et est restée sous surveillance constante des États-Unis. Au sommet de la guerre froide, la Bundeswehr comptait plus d'un demi-million de membres, en faisant une force redoutable, mais après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, l'Allemagne, comme beaucoup d'autres pays européens, a recommencé à réduire ses forces armées. Le nombre total de soldats a diminué d'année en année, tout comme la force et les capacités globales de l'armée allemande. On en est même arrivé au point où les nouvelles recrues étaient obligées de s'entraîner avec des manches à balai au lieu de fusils, car il n'y avait tout simplement pas assez d'armes pour tout le monde. Une armée qui avait autrefois tenté de dominer le monde entier avait été réduite à une simple parodie, et la situation n'a fait qu'empirer par la suite. Au cours de la décennie de 2007 à 2017, malgré le fait d'être le pays le plus peuplé et le plus riche d'Europe, l'Allemagne n'a consacré que 1,2% de son produit intérieur brut, le PIB, à la défense. Une grande partie de son matériel prenait la poussière. Et à un moment donné, en 2018 seuls 4 des 128 Eurofighter Typhoon de la Luftwaffe allemande étaient considérés comme prêts au combat. La sécurité était une faible priorité en Allemagne, souvent reléguée au second plan par la population et les politiciens, qui croyaient l'époque des grandes guerres définitivement révolue. Cette croyance était répandue dans toute l'Europe de l'Ouest. Des pays comme la France, l'Espagne et le Royaume-Uni se sentaient en sécurité au sein de l'alliance de l'OTAN, protégés par la plus grande superpuissance militaire du monde, les États-Unis, convaincus que les horreurs de la guerre n'affecteraient plus jamais leur population, ni ne toucheraient leur territoire. Comme l'Allemagne, ils ont également vu les dépenses de défense diminuer et la taille de leurs armées se réduire au fil des années. En 2022, l'armée allemande était dans un état si critique que l'un des plus grands stratèges militaires du pays, le lieutenant-général Alphonse Miss, alors chef de la Bundeswehr, a exprimé publiquement sa frustration face à la faiblesse de sa nation. Il a déclaré que l'armée allemande se tenait là, plus ou moins les mains vides, tandis que la Russie rassemblait ses forces aux frontières de l'Ukraine, ajoutant que ses options pour soutenir ses alliés étaient extrêmement limitées. Cela s'est confirmé quand l'armée allemande a proposé, embarrassée, d'envoyer quelques milliers de casques à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre une invasion potentielle. Pas de défense aérienne, pas de munitions, de missiles ou de fusils, juste des casques. L'offre a été largement moquée, même le maire de Kiev, Vitali Klitschko, l'ayant qualifié de plaisanterie. Mais c'était un signe de la complaisance qui s'était installée dans l'armée allemande et de la façon dont elle était tombée bien bas par rapport à sa grandeur d'autrefois. Son armée de l'air avait été décimée, ses dépenses étaient faibles, les forces terrestres fonctionnaient à seulement 50% de leur capacité opérationnelle, et l'Allemagne, dans l'ensemble, n'était absolument pas équipée pour influencer de manière significative un conflit réel. Et puis, un véritable conflit sérieux a éclaté. La Russie a envahi l'Ukraine, et l'Allemagne, ainsi que ses voisins européens, ont eu un brutal retour à la réalité. Heureusement, alors que d'autres pays hésitaient, avec des politiciens qui tergiversaient et repoussaient leurs prochaines mesures, l'Allemagne a agi. Son chancelier de l'époque,
Olaf Scholz, a annoncé un fonds spécial immédiat de 100 milliards d'euros pour renforcer la puissance des forces armées du pays, tout en promettant en même temps un soutien militaire massif à l'Ukraine, sous forme d'armes anti-chars, de missiles solaires Stinger et de milliers de gallons de carburant. Pour défendre sa décision, Scholz a soutenu qu'il était de la responsabilité historique de l'Allemagne de contrer Vladimir Poutine et de protéger la liberté et la démocratie de l'Allemagne. Cela ressemblait à un bouleversement sismique, un changement dramatique et radical dans l'attitude de l'Allemagne envers l'armée, après des décennies de retenue presque pacifiste. Mais il s'est avéré que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Les années suivantes, Scholz a été remplacé par un nouveau chancelier, Friedrich Merz, qui est allé encore plus loin, en augmentant les dépenses de défense et en accélérant la modernisation et l'expansion militaire de l'Allemagne, allant même jusqu'à réécrire des parties de la Constitution pour y parvenir. Pendant des années, la Constitution imposait un frein à l'endettement, limitant strictement l'argent que le gouvernement pouvait emprunter pour son armée. Cela limitait effectivement combien le pays pouvait dépenser pour les projets militaires, les acquisitions et les expansions. En 2025, le frein à l'endettement a été redéfini. Le chancelier Merz a convaincu la majorité du Parlement allemand de voter la modification de la Constitution pour exclure les dépenses de défense du frein à l'endettement. L'Allemagne a ainsi pu dépenser tout ce qu'elle estimait nécessaire pour sa défense dès lors. C'était un moment majeur. Une révolution culturelle selon Sophia Besch, chercheuse principale à l'Institut Carnegie pour la paix, un groupe de réflexion basé à Washington DC. Besch a déclaré « L'invasion russe de l'Ukraine a vraiment changé la façon dont l'Allemagne aborde la défense. » Le général Carsten Breuer, chef de l'armée allemande, approuve et a déclaré à la BBC « On peut appeler cela un signal d'alarme. Nous n'étions pas capables et pas disposés, une fois de plus, à remettre encore une fois cela à plus tard. C'était une étape énorme pour l'Allemagne, une étape énorme pour la population allemande, sans aucun doute. Tout cela est arrivé non seulement à cause de la Russie, mais aussi à cause des États-Unis, qui sous le second mandat de Donald Trump ont davantage poussé des pays européens comme l'Allemagne à renforcer leur défense, au lieu de dépendre autant des États-Unis qu'avant. En effet, lors de la conférence de Munich sur la sécurité en 2025, quelques semaines seulement après l'investiture de Trump, le vice-président américain J.D. Vance a prononcé un discours avertissant les dirigeants européens que les États-Unis ne seraient plus le garant de la sécurité européenne. Selon des sources internes, ce discours a convaincu le chancelier Merz que les puissances européennes devaient poursuivre une indépendance opérationnelle vis-à-vis des États-Unis, abandonnant doctrines et systèmes fondamentaux pour leur défense depuis des décennies. C'est une transition énorme, mais l'Allemagne n'a pas perdu de temps pour mettre ses plans en ordre et prendre les mesures nécessaires afin de progresser vers l'indépendance militaire. La révision du frein à l'endettement n'était qu'un début. Peu de temps après ce changement, le chancelier Merz a approuvé un fonds spécial colossal de 500 milliards d'euros, tout en annonçant son intention de faire de la Bundeswehr la plus puissante armée conventionnelle de toute l'Europe. Et il semble être sur la bonne voie pour y parvenir. Son budget de la défense, par exemple, a connu une énorme augmentation, passant de 86 milliards d'euros en 2025 à 108 milliards en 2026. Et il augmentera encore pour atteindre 152 milliards d'ici 2029. À titre de comparaison, le budget de la défense du Royaume-Uni devrait atteindre 74 milliards de livres sterling d'ici 2028, tandis que la France s'est engagée à dépenser 64 milliards d'euros pour son armée en 2027. L'objectif de dépense de l'Allemagne pour 2029 est donc supérieur à la somme des budgets français et britanniques réunis. Mais il y a une grande différence entre dépenser de l'argent et bien dépenser de l'argent. Que prévoit réellement l'Allemagne de faire avec ces milliards d'euros ? Avant d'aller plus loin, nous produisons The Military Show pour expliquer le fonctionnement réel du pouvoir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour suivre la suite. Il y a toujours un risque, lorsqu'un pays commence soudainement à dépenser d'énormes sommes pour son armée, qu'une partie de cet argent soit gaspillée, ou que ceux qui prennent les grandes décisions n'aient pas assez d'expérience ou les bonnes informations pour faire les choix les plus judicieux et au meilleur rapport coût-efficacité. Heureusement, cela ne semble pas être le cas à Berlin. L'Allemagne est réputée pour son efficacité et son organisation, et les atouts de cette approche pragmatique se voient déjà dans son plan d'acquisition. En 2026 par exemple, la force aérienne allemande va bénéficier d'une mise à niveau majeure, en retirant ses vieux avions Tornado obsolètes et en les remplaçant par certains des meilleurs chasseurs au monde, les F-35. C'est un moment charnière important,
car le pays passe enfin à une force aérienne de 5e génération, les F-35 permettant à l'Allemagne de jouer un rôle plus central et influent dans la dissuasion nucléaire pour l'Europe et pour l'ensemble de l'alliance de l'OTAN. Et l'Allemagne ne compte pas s'arrêter là. Elle joue également un rôle de premier plan dans le développement collaboratif d'un nouveau chasseur sans pilote, l'Airbus Wingman, qui, une fois terminé, sera capable de mener diverses missions, y compris la reconnaissance aérienne, le brouillage radar, le combat air-air et les frappes air-sol. Piloté par l'intelligence artificielle, le Wingman accompagnera les chasseurs européens lors de leurs opérations et devrait être déployé dans les années 2030, voire plus tôt. Au sol, l'Allemagne orchestre l'un des plus grands contrats d'armement de toute son histoire, le projet Arminius. Ce projet prévoit la mise en service de jusqu'à 3000 chars de combat boxeurs dans l'armée allemande, avec 40 milliards d'euros versés à deux des plus grandes entreprises de défense du pays, Rheinmetall et KNDS Deutschland. Grâce à sa conception modulaire et adaptable, le boxeur s'adapte à presque toutes les missions terrestres et environnement. Rapide, flexible, très résistant, et équipé de certaines des technologies européennes les plus récentes et les plus performantes. Il est suffisamment robuste pour résister à des balles de 14,5 mm, des engins explosifs improvisés, EEI, des sous-munitions et d'autres menaces. Et les troupes allemandes pourront bientôt monter à bord de ces véhicules pour partir au combat, les premières livraisons devant commencer fin 2026 et se poursuivre jusqu'en 2030. Les défenses aériennes allemandes s'améliorent chaque jour. De nouveaux systèmes terrestres ont reçu un soutien financier à la fois du budget régulier de l'Allemagne et du fonds spécial de 500 milliards, annoncé par le chancelier Metz. Et il convient de noter que Berlin s'est également engagé à verser au moins 9 milliards d'euros par an à l'Ukraine, jusqu'en 2029. Elle fournit un soutien financier et militaire incroyable à un allié qui est en guerre contre la Russie, tout en élargissant et en modernisant ses propres forces armées. Cette ambition serait excessive pour la plupart des pays, mais ne semble pas déstabiliser l'Allemagne. Berlin a également fait des efforts pour se débarrasser d'une partie de la bureaucratie qui ralentit habituellement les achats et retarde l'innovation militaire. Son gouvernement a adopté la loi sur l'accélération de la planification et des achats de la Bundeswehr, qui devrait contribuer à réduire certains délais qui, par le passé, ont rendu les acquisitions militaires allemandes si lentes et fastidieuses. Mais une armée forte ne dépend pas que des chars, avions et systèmes efficaces. Elle a aussi besoin de personnel. Selon le général Breuer, il y a actuellement 182 000 militaires en service actif dans l'armée allemande. C'est plusieurs fois moins que la force massive de la Russie, qui compte bien plus d'1 million de soldats. L'Allemagne n'a aucun projet d'atteindre le cap du million d'hommes. Mais Breuer souhaite voir le nombre de militaires augmenter aussi rapidement que possible, en fixant des objectifs ambitieux de 20 000 nouveaux soldats d'ici 2027 et environ 60 000 au cours de la prochaine décennie. L'Allemagne prévoit également de compléter son armée active par une force de réserve d'environ 200 000 hommes, ce qui donnerait au pays près d'un demi-million de militaires formés sur lesquels compter en cas de besoin. Pour atteindre ces objectifs, Breuer a lancé une vaste campagne de recrutement visant à encourager des milliers de jeunes hommes valides à rejoindre l'armée. Il n'exclut pas de recourir à la conscription si le recrutement ne fournit pas assez de soldats. Pour l'instant, cela semble fonctionner. En février, 16 100 Allemands ont postulé pour rejoindre les forces armées. Cela représente une augmentation de 20% par rapport à 2025. 5 300 de ces candidats ont officiellement rejoint l'armée, soit une hausse de 14% par rapport à 2025. Et l'Allemagne met son personnel à contribution, en installant une présence militaire permanente dans la région baltique avec une brigade entière, la 45e brigade blindée située en Lituanie. Près de 1200 soldats sont stationnés en Lituanie, avec des plans pour atteindre jusqu'à 5000 d'ici, la fin de 2027. Ce n'est pas seulement pour la forme, c'est un signe fort de la préparation croissante de l'Allemagne à la guerre, Metz lui-même déclarant « Cette brigade n'est pas un symbole politique, mais une contribution militaire à la dissuasion et à la défense. » L'Allemagne construit également des casernes près de la frontière biélorusse, qui devraient aussi être terminées d'ici 2027, offrant des logements pour jusqu'à 3000 soldats allemands, et en envoyant un message clair à Poutine que l'Allemagne est plus que prête à défendre ses frontières. Mais malgré toutes ces améliorations, il reste encore des défis à relever. L'Allemagne ne peut pas rattraper des décennies de sous-investissement du jour au lendemain, ni créer soudainement une armée de premier plan. Elle a encore des lacunes à combler, des objectifs à atteindre et des obstacles à surmonter.
Elle a clairement besoin de plus de soldats, par exemple, et devra poursuivre ses efforts pour en recruter autant que possible, aussi rapidement que possible, surtout avec la menace d'une nouvelle agression russe qui augmente chaque mois. Elle manque aussi de capacité de frappe en profondeur. Fabian Hoffmann, expert en missiles, reconnaît que l'Allemagne a un déficit important en missiles longue portée et qu'elle doit agir davantage pour y remédier. Heureusement, elle a passé une commande de 400 missiles de croisière Tomahawk, ce qui est un grand pas dans la bonne direction. Mais il en faudra davantage pour préparer le pays et le continent à la menace d'une guerre totale avec la Russie dans les années à venir. L'Allemagne doit aussi moderniser ses doctrines militaires et structures de décision pour les aligner sur ses forces armées. Elle doit être capable d'agir plus rapidement, de répondre et de réagir aux menaces, sans retard ni hésitation inutile, afin de se préparer réellement au champ de bataille de demain. Un exercice de guerre récent a souligné l'importance d'agir rapidement dans la guerre moderne. L'exercice de guerre simulait une attaque russe contre l'alliance de l'OTAN, le Kremlin inventant une prétendue crise humanitaire dans son exclave de Kaliningrad, utilisant cela comme prétexte pour établir un corridor de transit entre l'exclave et le territoire continental. Il envoie ensuite des troupes et prend le contrôle d'une grande ville lituanienne, le tout en quelques jours, les forces de l'OTAN étant trop lentes pour les arrêter. Lors de l'exercice de guerre, la réaction simulée de l'Allemagne fut marquée par l'hésitation et la peur d'une escalade, leur donnant le temps et la liberté d'atteindre leurs objectifs. Si une telle situation devait se produire dans le monde réel, l'Allemagne devra prendre des décisions beaucoup plus rapidement, agir de manière décisive et résolue pour défendre ses alliés. Ce sera aussi une transition majeure pour la plus grande économie d'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité européenne s'est longtemps construite autour d'une Allemagne contenue et restreinte. Aucun des voisins du pays ne voulait voir Berlin se réarmer et redevenir capable de conquérir d'autres nations. Ils ont donc accepté la supervision américaine et ont permis à l'Allemagne, ainsi qu'à eux-mêmes, de s'affaiblir au fil des années. Maintenant, tout est en train de changer. Le bouclier protecteur américain sur l'Europe a été en partie levé, poussant les plus grandes et riches nations du continent à assurer leur propre défense. Et en tant que nation ayant le plus grand budget de défense de toutes, l'Allemagne va avoir un rôle crucial et de premier plan à jouer dans la définition de l'avenir de la défense du continent. Heureusement pour l'Europe, et malheureusement pour la Russie, le chancelier Metz semble bel et bien être à la hauteur de la situation. L'Allemagne prend toutes les bonnes décisions. Elle recrute des soldats, dépense plus d'argent, investit dans les bons types d'équipements et établit même des présences permanentes sur le sol allié. Petit à petit, Berlin se libère des chaînes de la retenue qui ont longtemps limité son armée. La bête allemande est en train d'être libérée, et même la Russie aura du mal à la maîtriser. Le Royaume-Uni se met sur le pied de guerre, et la Russie en est la raison. Il ne s'agit plus seulement de troupes ou d'armes désormais. Il s'agit de préparer tout le pays au conflit. Dans les coulisses, un plan datant de la guerre froide est relancé, adapté à la guerre moderne, et conçu pour permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner sous des attaques prolongées. Il couvre tout. Infrastructure, chaîne d'approvisionnement, réponse civile et fonctionnement de l'État lorsque les règles habituelles ne s'appliquent plus. Au centre de tout cela se trouve un document dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le Government War Book. Ce document complet expose précisément comment le Royaume-Uni fera face à une nouvelle guerre contre la Russie. Mais il ne s'agit pas seulement des forces armées, c'est aussi une stratégie pour renforcer la résilience de toute la société. Alors, voyons en quoi consiste ce plan secret et comment il s'inscrit dans les préparatifs croissants pour une guerre contre la Russie. La remise en service du Government War Book a été révélée par le chef de la défense britannique, le maréchal en chef de l'air Sir Richard Knighton, lors de la conférence sur la défense de Londres en avril 2020. Lors d'une interview sur le retour de l'ancien Government War Book au Royaume-Uni, il a répondu « Je pense que c'est exact ». Il a également décrit à quoi cela ressemblerait. L'OTAN considère que la transition vers un conflit comporte une composante militaire, mais elle comporte aussi une composante civile, a déclaré le chef de la défense. Les civils, a-t-il dit, doivent être conscients que la paix relative dont le Royaume-Uni a bénéficié au cours des 30 dernières années est de plus en plus menacée. Pendant la guerre froide, le Royaume-Uni considérait que sa principale menace était une invasion russe ou une guerre nucléaire totale. Mais les temps ont changé, et les menaces aussi. Comme l'a expliqué Knighton, cela nous oblige à nous éduquer nous-mêmes et à aider la population à comprendre certaines de ces menaces, ainsi qu'à leur faire comprendre ce qu'ils peuvent faire pour soutenir la nation et, potentiellement, soutenir les forces armées.
Le nouveau livre de guerre vise à renforcer la résilience de la société pour que le Royaume-Uni puisse l'emporter dans un conflit avec la Russie. Selon Knighton, la version mise à jour s'inspire des leçons de la guerre froide, mais dans un contexte moderne, avec une société moderne et des infrastructures modernes. Alors, en quoi consiste ce plan ? Eh bien, il est encore en cours d'élaboration et, comme ses prédécesseurs, il sera probablement hautement confidentiel. Nous pouvons nous faire une bonne idée du cadre grâce aux versions précédentes. Le livre de guerre original est apparu pendant la Première Guerre mondiale et a été conservé tout au long du XXe siècle. Pendant la guerre froide, on pensait que la principale menace venait de l'Union soviétique. Aujourd'hui, seule l'appellation de la nation agresseur a changé. En 2009, le célèbre historien britannique Peter Hennessy a convaincu les autorités britanniques de lui donner accès à une version du plan datant de la guerre froide. Hennessy, ou pour utiliser son titre complet, le baron Hennessy, de Nimsfield, FBA, est professeur Attlee d'histoire britannique contemporaine à l'université Queen Mary de Londres depuis 2001. Il siège aussi comme pair indépendant à la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Hennessy a été stupéfait par le contenu, déclarant à l'émission Today de la BBC que la véritable surprise réside dans l'étendue et l'ampleur de tout cela. 16 chapitres suffisent pour faire passer la nation de la paix à une mobilisation totale pour la guerre. C'est remarquable. Au fil de ces 16 chapitres, le document donne des plans et des instructions précis sur les mesures que les responsables britanniques devraient prendre, aussi bien lors de la montée des tensions, avant une confrontation, qu'après le début des bombardements. Il couvre ces étapes avec un niveau de détail ahurissant, en partant du principe qu'elles doivent être mises en œuvre avec un préavis de seulement 7 à 28 jours. Selon les plans, le pays aurait été divisé en 12 régions, chacune gouvernée par des ministres du cabinet dotés de larges pouvoirs. Des officiers supérieurs, des chefs de police et des juges, tous basés dans des bunkers, les auraient assistés. D'autres hauts responsables se seraient réfugiés dans un abri gouvernemental sous les Cotswolds. Depuis ces positions protégées, un tout nouveau système de gouvernement local, régional et central serait mis en place. Le Parlement pourrait voter sa propre disparition, en pratique, remplaçant le gouvernement démocratique centralisé par une série de commissaires régionaux. Ces ministres auraient un contrôle total sur une des régions décentralisées du Royaume-Uni, y compris le pouvoir d'approuver la peine de mort. Les volumes du livre de guerre et les archives de Kew contiennent également de nombreux dossiers expliquant comment fermer les autoroutes, constituer des stocks de nourriture et mettre en place des dispositifs de diffusion en temps de guerre. Les documents détaillent les mesures alimentaires, la nécessité de stocker des denrées de base et conseillent les agriculteurs sur la protection des troupeaux contre les radiations. D'importantes réserves, stocks et installations devaient être mises en place pour soutenir la transition vers la guerre. Cela comprenait du matériel d'alimentation d'urgence pour subvenir aux besoins des survivants, y compris des denrées de base stockées dans 65 dépôts tampons à travers le pays. La plupart des compagnies de services publics maintenaient des stocks de guerre. Par exemple, British Telecom ou BT disposaient de dépôts d'urgence contenant des stocks de câbles et de poteaux, qui pouvaient être utilisés pour rétablir les réseaux de communication. De nombreux centraux locaux de BT avaient aussi des réserves et de la nourriture, ainsi que des briques d'urgence pour ériger un abri anti-retombée temporaire. C'était une infrastructure de communication vaste et très résiliente déployée à travers le Royaume-Uni. Cette infrastructure comprenait des installations renforcées, des bunkers souterrains, des tours à micro-ondes et des réseaux d'urgence conçus pour contourner les villes dévastées par le nucléaire. Les plans allaient même jusqu'au transfert des trésors artistiques de Londres vers l'Écosse, à la libération des hôpitaux de tous les patients, sauf les plus gravement malades, et à un contrôle total de l'information, autrement dit, la censure. En effet, comme s'en souvient Sir David Hammond, ancien haut fonctionnaire impliqué dans la planification, ma mesure préférée, celle qui suscitait toujours beaucoup de débats, était l'introduction de la censure pour la correspondance privée. Vous pouvez imaginer que c'était une mesure que les ministres n'accepteraient d'écrire qu'à la toute fin, lorsqu'il serait clair que la guerre était inévitable. On pourrait continuer. L'attention aux détails dans ce manuel de guerre est stupéfiante. Au fil des années, l'évolution de la nature de la guerre et des menaces pesant sur le Royaume-Uni faisait évoluer le manuel de guerre également. Des exercices réguliers fondés sur le manuel de guerre étaient organisés tous les 2 ans par des hauts fonctionnaires comme Hammond, complétés par des briefings internes quotidiens et des dispositifs permanents de préparation nationale, comme le stockage de nourriture et de matériaux pour les abris. Le maintien, l'affinement et la mise en œuvre de mesures issues du manuel de guerre ont duré des décennies. Les mesures du manuel de guerre font désormais partie du quotidien britannique. L'Union soviétique s'est effondrée et la principale menace pour le Royaume-Uni
est devenu négligeable. Dès lors, le Royaume-Uni a délaissé la préparation à la guerre, comme le montrent les chiffres. Dans les années 1950, les dépenses publiques de santé représentaient environ 3% du PIB. En 2020, elles atteignaient environ 12%. A l'inverse, les dépenses de défense sont passées de près de 8% du PIB au milieu des années 1950 à environ 2,3% aujourd'hui. Le résultat ? Eh bien, d'un point de vue militaire, pour reprendre l'expression utilisée par l'actuel secrétaire à la défense britannique John Healey et son prédécesseur Ben Wallace, les forces armées britanniques ont été vidées de leur substance par des années de sous-financement. À l'apogée de sa puissance, l'Empire britannique était la nation la plus puissante de la planète, une puissance hégémonique dont l'Empire régnait sur un quart de la population mondiale et un quart de la superficie terrestre. La marine britannique, principal moyen de projection de puissance à l'échelle mondiale, dépassait en taille les deux plus grandes marines suivantes réunies. La taille totale des forces armées régulières du Royaume-Uni en 1990 était d'environ 305 000 à 311 000 personnes et non pas 150 000. De plus, la force n'était pas réduite de moitié par rapport à celle de 1980, qui comptait environ 327 000 personnes. Il semble que le script ait peut-être confondu la taille de l'ensemble des forces armées avec celle de l'armée de terre britannique uniquement, qui comptait environ 152 000 personnes en 1990. Il est vrai que le Royaume-Uni est toujours considéré comme la 6e puissance militaire mondiale, derrière les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Son arsenal nucléaire, son vaste réseau de bases à travers le monde, sa panoplie d'armes avancées et son influence durable signifient que très peu de puissances peuvent rivaliser malgré son déclin. Pourtant, les chiffres sont peu réjouissants. Dans les années 1980, l'armée comptait plus de 1000 chars de combat principaux. Aujourd'hui, elle en possède environ 200, dont peut-être la moitié seulement sont opérationnels. À titre de comparaison, la Russie en a déjà perdu plus de 4300 à ce jour en Ukraine. La Royal Navy a essuyé quelques critiques verbales du président Donald Trump, qui a qualifié ses deux porte-avions, le HMS Prince of Wales et le HMS Queen Elizabeth, de jouets trop vieux et qui ne fonctionnent pas. Le ministre britannique de la Défense, Luke Pollard, a rejeté l'affirmation de Trump. Non, nous avons une Royal Navy forte. Mais Trump n'a pas tout à fait tort. On dit souvent que la Royal Navy compte plus d'amiraux, soit 40, que de navires de guerre. Environ 13. Et bien que ces deux porte-avions soient conçus pour accueillir 36 avions de chasse, aucun n'en a transporté plus de 18 en raison d'une pénurie d'appareils adaptés. Depuis la fin de la guerre froide jusqu'au début de 2022, en dehors de certains cercles minoritaires, l'affaiblissement des forces armées britanniques n'était fondamentalement pas une grande préoccupation pour le Britannique moyen. La plupart semblent satisfaits de la hausse des dépenses pour la santé et les services publics, bien que cela ait réduit ce qu'on appelait une armée plus légère. Après tout, avec une Russie affaiblie et la menace d'attentats terroristes de la part des djihadistes islamistes en grande partie contenue, les menaces imminentes pour la sécurité britannique avaient pratiquement disparu. Les plans détaillés consignés dans les manuels de guerre a été délaissé, et l'idée de résilience en temps de guerre a presque disparu du discours public et privé. Les préparatifs méticuleux, patiemment compilés, répétés et révisés pendant des décennies, avaient fait du Royaume-Uni l'une des nations les mieux préparées au conflit. Mais cela n'avait plus d'importance. La paix était arrivée et elle semblait là pour rester, ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Puis la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, et la menace russe a de nouveau projeté son ombre inquiétante sur les îles britanniques. Pendant la guerre, le Royaume-Uni a bien sûr été l'un des alliés les plus engagés de l'Ukraine. De février 2022 à février 2026, le Royaume-Uni s'est engagé à verser au moins 21,8 milliards de livres à l'Ukraine, soit environ 29,5 milliards de dollars. Près de 60% de cette somme, soit 17,6 milliards de dollars, a été une aide militaire directe, avec 4,06 milliards de dollars supplémentaires promis chaque année jusqu'en 2031, ou aussi longtemps qu'il le faudra. Le Royaume-Uni a également formé plus de 62 000 membres du personnel ukrainien au Royaume-Uni dans le cadre de l'opération Interflex. Un accord historique sur le partage de technologies de champs de bataille a été signé en juin 2025 et la production de drones pour l'Ukraine via des co-entreprises ukraino-britanniques augmente. Un partenariat entre l'entreprise ukrainienne Skyton et la société britannique Prevey Partners vise à augmenter la production du drone Raybird, éprouvé au combat, de Skyton dans les installations de Prevey au Royaume-Uni. Parallèlement, la production en série des drones intercepteurs ukrainiens,
Octopus 100, dans le cadre d'une autre coentreprise britanno-ukrainienne appelée Projet Octopus, a débuté au Royaume-Uni en janvier 2026, dans une nouvelle usine à Mildenhall. L'installation, exploitée par le fabricant ukrainien Ukraspec Systems UK, vise à produire des milliers de drones par mois. Les premiers drones ont été envoyés en Ukraine pour des tests en janvier 2026, avec des vols réussis signalés. Marre de retrouver toujours les mêmes histoires et analyses sur toutes les chaînes d'infos militaires. Ici, dans l'émission militaire, nous approfondissons en contextualisant les histoires et en expliquant leur importance. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour toujours comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi. Maintenant, avec le niveau élevé d'implication militaire que nous venons de décrire, sans parler de la montagne de soutien diplomatique, financier et humanitaire que le Royaume-Uni a apporté à l'Ukraine, il n'est pas surprenant que les Russes aient une vision plutôt négative de tout cela. En réalité, les inquiétudes de la Russie sur le Royaume-Uni relèvent désormais de la pure paranoïa. À la suite de l'audacieuse opération Toile d'araignée de l'Ukraine, en juin 2025, l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a accusé le Royaume-Uni d'avoir participé à l'organisation de l'attaque à multiples volets contre les aérodromes stratégiques russes. Dans une interview accordée à Sky News, il a déclaré que le succès de l'opération nécessitait l'accès à des données géospatiales de pointe que seuls les États-Unis et le Royaume-Uni possèdent. Les États-Unis ont nié toute implication, contrairement au Royaume-Uni. Nous savons très bien à quel point Londres est impliqué, à quel point les troupes britanniques sont profondément engagées dans la coopération avec l'Ukraine, a-t-il ajouté. Quelques mois plus tard, l'agence de renseignement russe SVR est allée encore plus loin, affirmant que le Royaume-Uni était le plus grand va-t-en-guerre du monde et qu'il s'employait activement à saper la tentative de Trump de négocier la paix. Il est temps de les exposer et d'envoyer un signal clair à l'Albion perfide et à son élite. Vous n'y arriverez pas, ont-ils déclaré d'un ton menaçant. À cette rhétorique russe de plus en plus agressive s'ajoutent des rapports croissants sur des opérations relevant de la zone grise ou de la guerre hybride menée par la Russie à travers l'Europe et au Royaume-Uni. Cela inclut des cyberattaques, des pressions économiques, des campagnes de désinformation, des incursions de drones, du sabotage et des perturbations d'infrastructures. Plus récemment, le Royaume-Uni a accusé la Russie de mener une opération sous-marine secrète, menaçant les câbles et les conduites sous-marins du Royaume-Uni. Selon le secrétaire d'État britannique à la Défense, John Healey, l'opération a duré plus d'1 mois, bien qu'aucun câble n'ait finalement été endommagé. Cependant, avec ses alliés, le Royaume-Uni a suivi le déploiement sur toute la distance impliquant 3 sous-marins russes, un de la classe Akula et une paire de sous-marins de la direction principale pour la recherche en haute mer, ou sous-marins de surveillance Gouilly. Hormis une image satellite montrant 3 navires quittant le port d'Olenia en Russie prétendument en direction des eaux britanniques, aucune preuve concrète n'a été fournie pour appuyer ces affirmations. La Russie a rejeté cette affirmation comme étant impossible à croire ou à vérifier, ce qui semble précisément être son objectif. Pris isolément, ils peuvent avoir raison, mais il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les incidents de sabotage potentiel ou réel d'infrastructures critiques par la Russie, les cyberattaques, les incursions de drones et d'autres provocations similaires de guerre hybride semblent certainement être en augmentation. Vous pouvez donc comprendre pourquoi un nombre croissant de responsables européens et britanniques se sont convaincus que, une fois que la Russie en aura fini avec l'Ukraine, elle tournera ensuite ses visées agressives vers l'OTAN. Les avertissements se sont intensifiés et multipliés avec l'évolution de la guerre en Ukraine. Par exemple, le général Sir Roley Walker, chef d'état-major de l'armée britannique, a averti en mai 2025 que la menace contre l'OTAN est réelle et a souligné le manque de temps pour se préparer à une future agression russe. La nouvelle directrice nommée de l'agence de renseignement britannique MI6, Blaise Metroweli, a qualifié la Russie d'agressive, expansionniste et révisionniste lors de son premier discours public en décembre 2025, affirmant que Poutine cherche à soumettre l'Ukraine et à harceler l'OTAN. Knighton lui-même a déclaré en décembre 2025 que la situation est plus dangereuse que tout ce qu'il a connu au cours de sa carrière. Il a prôné une défense impliquant toute la société face à une incertitude et à une menace croissante, soulignant le risque accru d'invasion d'un pays de l'OTAN par la Russie. À présent, la réactivation du plan de guerre concrétise cet appel. Le Royaume-Uni a déjà pris des mesures importantes pour réformer ses forces armées et les remettre en état de préparation en temps de guerre au plus vite. Les dépenses de défense augmentent,
Le gouvernement de Sir Keir Starmer s'est engagé à augmenter ce chiffre à 2,7% du PIB d'ici 2027, soit un total d'environ 270 milliards de livres ou 365 milliards de dollars. Cela sera suivi d'une augmentation à 3% au cours de la prochaine législature et à 3,5% d'ici 2035. Une nouvelle stratégie nationale de défense a été dévoilée, qui désigne la Russie comme la principale menace pour le Royaume-Uni, et un plan d'investissement critique dans la défense sur 10 ans est attendu avec impatience, voire fébrilité, dans de nombreux cas. Sur le plan militaire, les choses évoluent rapidement. Mais il n'y a pas que l'armée qui doit se préparer à la guerre. La guerre concerne tout le pays, le gouvernement, les entreprises et les citoyens ordinaires. Et si l'armée britannique, de son propre aveu, n'est pas prête pour la guerre à ce stade, la société britannique l'est encore moins. C'est pourquoi le nouveau livre de guerre est une étape si importante. Cela marque un changement fondamental de posture, passant de la défense à la résilience. La différence a des implications considérables. La défense vise à stopper les menaces, tandis que la résilience suppose que certaines réussiront, et se concentre sur la capacité à en absorber les effets et à s'en remettre. Les manuels de la guerre froide considéraient deux menaces majeures, la guerre nucléaire et l'invasion du Royaume-Uni par les forces russes. Les mesures pour renforcer la résilience ciblaient donc ces menaces. Le manuel de guerre actuel doit désormais affronter de nouvelles menaces, telles que la cyberguerre, les câbles de communication sous-marins sectionnés, les attaques menées par des essaims de drones et de missiles à longue portée. Selon Knighton, la protection des infrastructures critiques, comme les centrales électriques et les approvisionnements en eau, sera centrale dans la nouvelle approche. Lorsque nous pensons à renouveler nos infrastructures d'eau, d'électricité ou de transport, nous devons prendre en compte la menace d'une action d'un adversaire qui dépasse le seuil de la guerre, et pas seulement une menace hybride, a-t-il déclaré. Cela nous oblige à nous former et à sensibiliser la population à certaines menaces, ainsi qu'à leur expliquer comment soutenir la nation et éventuellement les forces armées, a-t-il ajouté. Mais ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est sa remarque, selon laquelle le processus de renforcement de la résilience nécessite de faire des choix différents et d'établir des priorités différentes. La déclaration indique que la résilience pourrait entraîner des changements fondamentaux dans la vie au Royaume-Uni, dont certains pourraient être difficiles à accepter pour beaucoup. Il reste à voir si le nouveau manuel de guerre est aussi complet que ses prédécesseurs. Peut-être que l'IA et d'autres technologies modernes peuvent rationaliser ce qui était, selon tous les témoignages, un processus long et coûteux. Outre le renforcement de la protection des infrastructures critiques, le nouveau plan prévoit d'augmenter la capacité de production nationale, notamment dans la défense et l'énergie. Comme dans les versions précédentes du manuel de guerre, une coordination plus étroite entre l'industrie et le gouvernement sera nécessaire. De façon plus controversée, les cadres de réserve et de mobilisation devront presque certainement être révisés. La conscription pourrait être envisagée, et surtout, des campagnes de sensibilisation massives sur les risques pour la sécurité nationale seront nécessaires. Avec cela, attendez-vous à voir un contrôle accru de l'information et une censure accrue. Comme la Russie le constate, l'indignation publique envers le blocage de Telegram par Moscou montre que ces mesures sont mal acceptées, même en temps de guerre. Mais peut-être que le changement le plus crucial est psychologique. Avec la réintroduction du manuel de guerre, le Royaume-Uni ne se prépare pas seulement à la guerre. À bien des égards, cela redéfinit ce que signifie la sécurité au XXIe siècle. Évidemment, le Royaume-Uni n'est pas le seul à s'adapter au nouvel environnement mondial de menaces multiples. La Suède, la Finlande et l'Allemagne ont publié des guides d'urgence conseillant aux citoyens de stocker nourriture, eau et médicaments. La France va publier un manuel de défense civile de 30 pages, même si les autorités assurent qu'il n'est pas lié à la guerre. L'Allemagne a aussi actualisé ses recommandations d'urgence, suggérant de stocker des produits essentiels pour 10 jours. La Pologne a érigé des barrières frontalières et instauré une formation aux armes à feu à l'école. Et des pays comme la Lituanie et l'Estonie organisent des exercices militaires et médicaux à grande échelle, préparent les hôpitaux à une situation de guerre et stockent des fournitures médicales essentielles. Peu de pays sont allés aussi loin que le Royaume-Uni avec son plan de préparation à la guerre. Mais l'Europe adopte clairement un nouveau modèle de défense, où la guerre devient une condition plutôt qu'un événement. La ligne de front n'est pas un lieu, mais un système impliquant toute la société, pas seulement les soldats. Et cela change tout, car une fois qu'une nation modifie ainsi son état d'esprit, il est difficile de revenir en arrière. Si vous vivez dans une grande ville du Royaume-Uni et craignez une guerre avec la Russie, restez calme. Se préparer à la guerre ne veut pas dire qu'elle aura lieu. Comme le dit la maxime latine, si vis pacem, para bellum. Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre.
Ce n'est pas parce que le Royaume-Uni et d'autres pays européens anticipent une guerre imminente qu'ils prennent enfin la défense et la résilience au sérieux. À ce stade, il y a autant de preuves que la cacophonie des avertissements sur une attaque russe imminente soit motivée par des contrats d'armement lucratifs que par une réelle intention russe. La guerre peut être imminente, ou peut-être pas. Des mesures telles que la remise au goût du jour du plan de préparation à la guerre montrent que le Royaume-Uni ne voit plus la paix comme stable et fiable. Compte tenu des tensions croissantes et des flambées militaires dans le monde, il serait naïf de penser le contraire. Lorsqu'une nation, surtout aussi puissante que le Royaume-Uni, cesse de tenir la stabilité pour acquise, elle agit différemment et renforce sa résilience. Assez, c'est assez pour l'Espagne. Elle observe les forces de Poutine tenter de ravager l'Ukraine depuis plus de 4 ans et elle a soutenu l'Ukraine tout au long de la guerre. À présent, l'Espagne a porté un coup écrasant. Avec son dernier paquet d'aide, l'Espagne a fourni exactement ce dont l'Ukraine a besoin pour faire face à la menace aérienne russe et aider l'Ukraine à mener ses contre-attaques au sol. Poutine vient de devenir impuissant et c'est entièrement parce que l'Espagne fournit exactement ce dont l'Ukraine a besoin. La nouvelle est tombée le 22 avril. L'Espagne s'apprête à livrer 100 véhicules tactiques blindés VAMTAC à l'Ukraine, ainsi qu'un stock non précisé de munitions d'artillerie de 155 mm. Le ministère de la Défense ukrainien a annoncé l'envoi, qui, selon lui, commencera en mai, dans un communiqué officiel faisant suite à une rencontre entre le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, et son homologue espagnol, Margarita Robles. La partie ukrainienne a remercié l'Espagne pour sa décision d'allouer 1 milliard d'euros d'aide en 2026. Lors de la réunion, les parties ont débattu de l'utilisation optimale de ces ressources selon les priorités de l'Ukraine, selon le ministère. Cela montre combien l'Espagne aura dépensé pour aider l'Ukraine d'ici la fin de 2026. 1 milliard d'euros équivaut à environ 1,15 milliard de dollars. Il s'agit donc d'une aide importante, tant par l'équipement fourni à l'Ukraine que par l'investissement espagnol. Robles a aussi critiqué Poutine et ses forces. Selon Pravda, elle a révélé que plus de 9000 soldats seraient formés par les forces espagnoles d'ici la fin avril. Elle a aussi adressé à Poutine un message très clair sur ce que l'Espagne fait avec ces mesures. Cette coopération démontre l'engagement de notre pays à défendre les valeurs démocratiques, la liberté et une paix juste et durable. En d'autres termes, Poutine, tu as trop tiré sur la corde et il est temps de quitter l'Ukraine. C'est là que les choses deviennent sérieuses pour Poutine. Les armes que l'Espagne livrera dès mai ne sont pas simplement des surplus tirés de ses stocks. Ce sont des armes et des véhicules dont l'Ukraine a besoin pour contre-attaquer des menaces très spécifiques, ce qui signifie qu'ils ont été soigneusement sélectionnés et préparés pour l'Ukraine. Vous comprendrez pourquoi lorsque nous entrerons dans les détails sur ce qu'est le VAMTAC, mais nous allons d'abord vous donner un petit indice sur l'aspect de la guerre où ce véhicule va exceller. Avant la rencontre entre Fyodorov et Robles, l'Espagne avait déjà livré du matériel à l'Ukraine. Le 30 mars, on a appris que l'Espagne avait envoyé 5 missiles intercepteurs Patriot PAC-2 valant chacun 3 à 4 millions de dollars. Ce transfert a eu lieu alors que l'Ukraine manquait de missiles Patriot en raison de la demande accrue liée à l'opération Epic Fury. L'Espagne a offert à l'Ukraine une solution temporaire vitale pour sa défense aérienne en transférant des missiles de ses unités d'artillerie pour la défense aérienne. Avec 100 véhicules VAMTAC, elle renforce massivement la défense aérienne de l'Ukraine. Notre description du VAMTAC comme véhicule tactique blindé ne rend pas vraiment justice à tout ce que cet équipement a à offrir. Pour comprendre pourquoi, examinons un autre équipement utilisé par l'Ukraine pour défendre son espace aérien. Le Rapid Ranger britannique joue un rôle clé en Ukraine pendant une grande partie de la guerre. La plateforme, qui est mobile, automatisée et conçue pour neutraliser les menaces aériennes comme les drones à très courte portée, offre une vision de la situation à 360 degrés partout où elle est déployée. Elle est également modulaire. United 24 Media note que le Rapid Ranger peut être équipé de différents systèmes radars qui lui permettent de fonctionner à la fois de manière autonome et dans le cadre d'un réseau de défense aérienne plus large. De plus, il peut être équipé d'un capteur infrarouge panoramique qui lui permet de détecter des cibles au-delà de la portée standard de 15 km, soit 9,3 miles, dont dispose le Rapid Ranger. Le Rapid Ranger utilise également des missiles polyvalents légers, Martlet ou LMM, pour neutraliser les cibles. Ce missile peut intercepter une menace en approche à une distance allant jusqu'à 7 km, soit 4,3 miles, et il utilise une combinaison de guidage infrarouge et laser pour garantir des frappes directes. Cela s'applique même quand la cible a une faible signature thermique, comme souvent avec les drones d'attaque longue portée russes. L'Ukraine possède beaucoup de ces missiles. Elle en a reçu des centaines avec près de 6 mois d'avance sur le calendrier en octobre dernier, et il est probable qu'elle en reçoive encore des centaines supplémentaires du Royaume-Uni dans les mois à venir. Tout cela est très bien, vous vous dites peut-être, mais quel rapport tout cela a-t-il avec le VAMTAC?
Une phrase du rapport de United 24 Media révèle tout. Selon le média, les unités Rapid Ranger de l'armée ukrainienne sont souvent installées sur des véhicules tactiques espagnols Euro-VAMTAC, pouvant atteindre 135 km/h et se repositionner rapidement sur de longues distances. Soudain, tout s'explique. L'Espagne n'a pas fourni n'importe quel véhicule à l'Ukraine. Elle va livrer 100 véhicules éprouvés au combat et compatibles avec l'un des principaux systèmes de défense aérienne utilisés par l'Ukraine contre les drones et missiles russes. Le Royaume-Uni fournit les défenses aériennes et les missiles, tandis que l'Espagne fournit ceux qui rendent ce système très efficace face aux frappes aériennes de Poutine. C'est un coup double que Poutine aurait dû voir venir. C'est exactement le type de coopération et d'intégration attendue de deux partenaires de l'OTAN partageant l'objectif d'aider l'Ukraine contre la tyrannie de Poutine. Regardons de plus près le VAMTAC lui-même. Le Royaume-Uni reconnaît la grande valeur du véhicule espagnol. En août 2025, Army Recognition a révélé que le Royaume-Uni avait annoncé en juillet 2024 son intention d'acheter davantage de VAMTAC à l'Espagne. Pourquoi ? Pour y installer des systèmes de défense aérienne Rapid Ranger, comme le fait actuellement l'Ukraine. Le VAMTAC est le véhicule idéal pour cette mission. Comparable au Humvee américain, c'est un véhicule à 4 roues motrices, conçu pour offrir une mobilité maximale sur de nombreux types de terrains. Bien qu'il ait été introduit à la fin des années 90, le VAMTAC a subi plusieurs mises à jour au fil des ans, ce qui suggère un certain niveau de modularité permettant à l'utilisateur d'adapter le véhicule à ses besoins. Autrefois destiné au transport de troupes, aux opérations spéciales et à la reconnaissance, ce véhicule est désormais un géant de la défense aérienne équipé de systèmes pouvant lancer des LMM ou des HVM. Ah, et le VAMTAC ne sert pas qu'à la défense aérienne. Ce véhicule est aussi très polyvalent côté armement. Au-delà du Rapid Ranger et des systèmes de défense aérienne similaires, un VAMTAC peut être équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm de lance-grenade de 40 mm de mortier de 81 mm ou d'un canon sans recul de 106 mm. L'Ukraine peut également l'équiper de missiles anti-chars guidés, créant ainsi un tueur de chars hautement mobile capable de tourner autour des monstres métalliques russes avant de leur administrer une puissante dose d'explosifs pour les mettre hors de combat. En termes de mobilité, nous avons déjà mentionné qu'un VAMTAC peut atteindre une vitesse maximale de 135 km/h, ce qui correspond à près de 84 miles par heure. C'est rapide pour un véhicule blindé. Son réservoir d'essence permet 600 km d'autonomie, 372 miles, ce qui est aussi crucial pour la défense aérienne. Cela signifie qu'un VAMTAC équipé d'un Rapid Ranger peut être envoyé sur un site, tirer ses missiles, puis parcourir des kilomètres pour se rendre sur un autre site et faire la même chose. La neige, la boue, la glace, le sable et les terrains rocheux ne peuvent pas non plus arrêter le VAMTAC sur sa lancée. Il peut s'échapper ou aller à l'emplacement suivant sans craindre d'être bloqué et vulnérable à une riposte russe. D'une certaine façon, c'est même mieux. Les pentes ne posent pas problème, le VAMTAC monte des pentes de 70%. Il peut également traverser de l'eau jusqu'à une profondeur de 750 mm de série ou 1500 mm avec une préparation spéciale. Près d'1,50 m d'eau n'arrête pas ce véhicule espagnol. Le point que nous voulons souligner est simple. L'Espagne livre 100 des véhicules blindés les plus polyvalents que les alliés de l'Ukraine puissent offrir. N'oubliez pas les obus d'artillerie de 155 mm. Ni le ministère de la Défense ukrainien ni les rapports sur les récentes livraisons espagnoles ne précisent combien d'obus l'Ukraine recevra. Ces obus sont compatibles avec plusieurs systèmes d'artillerie occidentaux que possède l'Ukraine, en plus de l'obusier automoteur Bodana que l'Ukraine a elle-même développé. Encore une fois, nous voyons de l'intégration et de la coopération. D'abord, des défenses aériennes britanniques sur véhicules espagnols, puis des obus espagnols utilisés avec des systèmes d'artillerie ukrainiens. Nous assistons ici au renforcement d'une relation déjà solide entre l'Espagne et l'Ukraine. Maintenant, la base qui était déjà en place est en train d'être renforcée. Mais avant d'en arriver là, nous devons examiner de plus près ce que cette dernière livraison apporte à l'Ukraine sur le champ de bataille. Et avant cela, voici un petit rappel, vous regardez les missions militaires. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Nous comprenons donc que le VAMTAC sera utile pour l'Ukraine face aux défis aériens que représente la Russie. L'utilité réelle se révèle lorsque l'on examine de plus près les chiffres. Rien qu'en mars, le ministère de la Défense ukrainien a rapporté que la Russie avait lancé 6462 drones et 138 missiles de différents types sur son territoire. L'Ukraine a remarquablement intercepté la plupart de ces projectiles. 5833 des drones et 102 des missiles ont été abattus par les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique ukrainiens. Par toutes les attaques russes en mars, celle du 24 mars fut la plus redoutable. Pas moins de 948 drones et 34 missiles ont envahi le ciel ukrainien ce jour-là.
Le mois de mars était loin d'être un cas isolé. Pendant l'invasion de l'Ukraine, la Russie a intensifié ses frappes de drones et missiles à un niveau insensé. 2025 semblait être l'année où la campagne aérienne de Poutine est passée de mauvaise à vraiment terrible pour l'Ukraine. Au cours des 6 premiers mois de 2025, le nombre de projectiles impliqués dans les frappes aériennes russes est progressivement passé d'une moyenne située entre 50 et 100 à une moyenne qui frôlait les 200 projectiles. Puis l'été est arrivé et la campagne de drones et missiles a empiré. Certaines frappes en une seule journée ont commencé à approcher les 500 projectiles en juin. À partir de juillet, la Russie a lancé plusieurs frappes impliquant plus de 600 drones, y compris plusieurs frappes qui ont dépassé les 700 projectiles. La Russie a intensifié sa campagne aérienne. Elle fabrique plus de drones Shahed et de leurres qu'auparavant et associe ses essaims à des missiles pour tenter de submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Ici, les VAMTAC équipés de systèmes de défense aérienne deviennent vraiment essentiels. La mobilité et la puissance de feu de ces véhicules permettent à l'Ukraine de renforcer sa défense aérienne, alors que Poutine mise sur des frappes pour affaiblir l'arrière ukrainien et faciliter l'exploitation des dégâts par la Russie. Tout cela relève de simples mathématiques en temps de guerre. Moins de drones et de missiles frappent les villes, les infrastructures et la logistique de l'Ukraine à l'arrière, plus la défense que l'Ukraine peut opposer aux assauts terrestres de la Russie devient forte. Les défenses aériennes ukrainiennes n'étaient pas faibles avant l'arrivée du dernier lot de VAMTACs. Le Centre d'analyse des politiques européennes, CEPA, a indiqué le 13 avril que les défenses aériennes de l'Ukraine sont déjà de haut niveau et continuent de s'améliorer. Les drones intercepteurs ont été largement déployés, tout comme la capacité ukrainienne à contrer les drones Shahed russes. Ils ont aussi infligé de lourdes pertes aux drones FPV russes et autres véhicules sans pilote, amenant l'Ukraine à revendiquer 33 000 cibles abattues par ces armes innovantes en mars. Le CEPA observe une amélioration continue du taux d'interception ukrainien. À l'automne 2025, certains mois, jusqu'à 19% des drones russes atteignaient leur cible. En mars, ce chiffre était tombé à une moyenne de 8%, et l'Ukraine s'est fixé pour objectif d'arrêter au moins 95% des drones et missiles russes grâce à la création d'un système de défense aérienne multicouche. Le VAMTAC avec les défenses Rapid Ranger s'intègre parfaitement à cette approche multicouche. Ce tueur de drones à courte portée élimine les drones russes ayant échappé aux intercepteurs et aux autres défenses ukrainiennes. L'enjeu est d'offrir un maximum d'options à l'Ukraine. Bien sûr, le fait que l'Ukraine puisse équiper ses 100 nouveaux VAMTAC de diverses armes qui les rendent utiles pour les opérations terrestres ouvre de nombreuses possibilités au-delà de la défense. En parlant d'opérations au sol, c'est là que les obus d'artillerie que l'Ukraine reçoit de l'Espagne entrent en jeu. Cette munition aide l'Ukraine en renforçant sa stratégie de défense par zone de destruction et en soutenant sa contre-offensive. Beaucoup de choses ont été dites sur les zones de destruction ukrainiennes ici. S'étendant sur des kilomètres, les zones de destruction combinent des défenses terrestres comme des barbelés, des mines et des fossés anti-chars, avec la menace constante de drones FPV qui volent par centaines à la recherche de soldats russes assez stupides pour s'aventurer dans ces zones de destruction. Naturellement, un commandant russe intelligent, et il ne semble plus en rester beaucoup dans cette guerre, ordonnera à ses soldats d'éviter ces zones de destruction autant que possible. L'Ukraine souhaite que cela se produise. Beaucoup des défenses qu'elle a placées au sol servent à canaliser les soldats russes vers des chemins spécifiques qui les mènent vers des clairières et des zones d'embuscade. Que se passe-t-il ensuite? Drones et tirs d'artillerie frappent, déchirant troupes et blindés russes à une vitesse folle. L'Ukraine a assez de drones pour continuer cette stratégie. Le pays vise à fabriquer 7 millions de drones rien qu'en 2026. Cela, associé à ses partenariats européens, maintiendra une forte menace de drones dans les zones d'embuscade créées par l'Ukraine. L'Ukraine a surtout besoin du plus d'obus d'artillerie possible pour rendre ses embuscades très meurtrières. La dernière aide de l'Espagne alimente un flux de munitions qui est également soutenu par l'initiative tchèque et la production nationale d'artillerie de l'Ukraine. Il y a aussi la contre-offensive ukrainienne. Depuis que la Russie a perdu l'accès à Starlink en février dernier, les forces terrestres ukrainiennes ont lancé des contre-attaques dans le sud du pays qui ont repris d'immenses portions de territoire. Début avril, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, rapportait que l'Ukraine avait libéré 12 localités et repris 480 km², soit environ 185 miles carrés de territoire. L'Ukraine a profité du chaos des communications dans les zones grises au-delà des lignes de front. Des unités de recherche et de destruction, appuyées par des drones, éliminent les infiltrés russes qui contrôlaient difficilement le territoire revendiqué. Pour les défenses russes plus solides, l'artillerie peut jouer un rôle majeur.
Dès qu'un drone de reconnaissance repère une position russe, l'Ukraine peut lancer une frappe combinée d'artillerie et de drones grâce aux informations obtenues. Encore une fois, il faut des munitions pour pouvoir effectuer ce type de frappe. L'Espagne a récemment livré ses munitions et ses VAMTACS, aidant potentiellement l'Ukraine à regagner du territoire, tandis que Poutine échoue dans son offensive de printemps. Tout cela va mettre Poutine en rage. Le vrai problème pour la Russie est que le don de l'Espagne montre l'échec des tentatives de Poutine de diviser l'Ukraine et ses alliés occidentaux. D'autres points de la réunion entre Fyodorov et Roblas portent sur leur volonté de renforcer la coopération en défense, notamment sur les défenses aériennes et les munitions longue portée, selon RBC Ukraine. Les deux pays considèrent la protection du ciel ukrainien comme prioritaire, ce qui signifie que les VAMTACS ne sont pas la seule aide que l'Espagne envisage pour la défense aérienne de l'Ukraine. Vous vous souvenez des 5 missiles intercepteurs patriotes que nous avons mentionnés plus tôt dans la vidéo? Selon RBC Ukraine, l'Espagne collabore avec l'Ukraine pour fournir un maximum de systèmes patriotes et intégrer divers types d'armes afin de renforcer la défense ukrainienne. Le mécanisme Perle, instauré pour faciliter l'achat d'armes américaines par les pays de l'OTAN pour l'Ukraine, sera crucial à ces efforts, a ajouté Fyodorov. Avant même ces événements, l'Espagne affirmait que coopérer avec l'Ukraine était la meilleure réponse à l'agression de Poutine. En août 2025, le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, a exposé tout cela. La meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine à ce jour, en tenant compte de la réalité sur le terrain, c'est de renforcer l'armée ukrainienne, car c'est elle qui assure aujourd'hui la sécurité, la souveraineté et la liberté de l'Ukraine. Nous fournissons du matériel militaire pour que l'armée ukrainienne assure la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré Albares. On peut déduire de sa déclaration que l'Espagne voit l'Ukraine comme la première ligne de défense face à l'armée russe menaçant une plus grande partie de l'Europe. Si l'Ukraine échoue, l'OTAN aura un problème. Fournir de l'aide à l'Ukraine maintenant signifie que la Russie ne pourra pas avancer dans le reste de l'Europe. Au 18 mars, les liens entre l'Ukraine et l'Espagne étaient encore plus évidents. L'Ukraine a choisi cette date pour annoncer la signature de 5 nouveaux accords bilatéraux avec l'Espagne, qui verront les deux pays travailler ensemble sur la production de défense conjointe et la modernisation du réseau ferroviaire, en plus de coopérer sur diverses questions financières. Poutine ne veut pas que cela arrive. Son invasion visait à semer le chaos bureaucratique en Europe pendant que la Russie envahissait l'Ukraine. Au lieu de cela, Poutine n'a réussi qu'à rendre l'Ukraine plus forte, tant sur le plan militaire qu'en ce qui concerne sa position en tant qu'acteur géopolitique puissant. La dernière aide envoyée par l'Espagne aura un impact majeur sur le champ de bataille. Mais c'est le message derrière ce matériel qui inquiétera le plus Poutine. L'Espagne reste l'allié de l'Ukraine et il n'y a rien que la Russie puisse y faire. Le renforcement des liens entre l'Ukraine et l'Espagne s'inscrit dans un mouvement de coopération beaucoup plus large entre l'Ukraine et ses partenaires européens pour lutter contre l'agression russe. Un événement gigantesque vient d'avoir lieu en Hongrie. Un coup inattendu à Budapest a paralysé la machine de guerre russe, surprenant Poutine. En seulement 24 heures, toute la situation en Europe a été transformée. Les barrières ont été levées. Poutine a perdu l'allié le plus puissant qu'il avait sur le continent. Et maintenant, la guerre de Poutine est terminée. L'Ukraine va se renforcer comme jamais auparavant. Et tout cela pour une raison simple. Viktor Orbán est parti. La Hongrie a un nouveau Premier ministre. Péter Magyar et son parti TISA ont porté un coup historique à Poutine en remportant 53% des voix, mettant ainsi fin à 16 ans de règne de l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Cette victoire a permis au parti TISA d'obtenir une supermajorité à l'Assemblée nationale hongroise, avec 141 sièges sur les 199 disponibles. En d'autres termes, il n'y a rien que le parti affaibli d'Orbán puisse faire pour empêcher Magyar et TISA de diriger la Hongrie comme ils l'entendent. Magyar ne perd pas de temps à démanteler les systèmes oppressifs et autoritaires qu'Orbán a mis en place. Peu après la victoire, Magyar a obtenu de la part du président hongrois Tamás Szoljuk l'engagement que le nouveau parlement du pays soit installé dès le 4 mai. Orbán, il lui reste moins de 2 semaines au pouvoir et attend la fin de son calvaire, dirigeant en sursis. Les chaînes publiques de télévision et de radio, qui avaient longtemps ignoré Magyar à la demande d'Orbán, diffusent désormais les annonces du nouveau Premier ministre sur la nomination de rédacteurs impartiaux dans les journaux télévisés créés par Orbán pour se faire glorifier. D'autres mesures sont prises pour empêcher qu'Orbán ou quelqu'un comme lui ne gouverne de nouveau. Magyar veut instaurer une limite de 2 mandats pour les futurs dirigeants hongrois, empêchant ainsi Orbán de se représenter. Magyar a aussi critiqué le parti Fidesz, qui tient la Hongrie d'une main de fer depuis longtemps. Mon message aux dirigeants de Fidesz et à leurs sbires, inutile de jouer les innocents maintenant et de faire comme si de rien n'était, a déclaré Magyar.
Nous savons ce que vous avez fait à notre patrie et au peuple hongrois, et soyez sûrs que vous récolterez ce que vous avez semé. Un héritage autoritaire est en train d'être démantelé sous nos yeux. Sullyok, à qui Magyar a dit en face qu'il est moralement inapte à agir dans l'intérêt de la Hongrie, sera bientôt évincé. La Hongrie va également reprendre les parts de l'État dans les plus grandes compagnies pétrolières et pharmaceutiques du pays, les retirant à la soi-disant fondation académique qui avait en réalité pour but de propager la propagande pro-Orban. Magyar s'est même présenté comme un dirigeant qui est au service du peuple hongrois plutôt qu'au-dessus de lui. L'UE Observer a rapporté que Magyar a refusé d'occuper le bureau d'Orban au château de Buda, où Orban l'avait installé en 2018. Au lieu de cela, le nouveau dirigeant de la Hongrie installera son bureau près des bâtiments du Parlement du pays. Quant à Orban, il a tenté de rester diplomate face à la défaite, mais en réalité, il rentre la queue entre les jambes puisqu'il refuse désormais de participer à ce qui aurait été sa dernière réunion du Conseil européen le 24 avril. Une vague démocratique déferle sur la Hongrie. Et au plus profond de l'un de ses palais en Russie, Vladimir Poutine est furieux. Pour le président russe, la défaite d'Orban n'est pas simplement un désagrément au sein de l'Union européenne ou de l'UE qui viendrait s'ajouter à tous les autres problèmes que l'Europe a créés pour Poutine alors qu'il tente de mener à bien son invasion de l'Ukraine. C'est une catastrophe à plusieurs niveaux qui pourrait conduire la Russie à perdre sa guerre contre l'Ukraine, car un énorme obstacle vient d'être écarté. En Ukraine, la perte d'Orban pose à Poutine un problème si important qu'il pourrait ne pas le surmonter. Derrière ce problème, que nous aborderons bientôt, se trouve le problème le plus direct que la décision collective de la Hongrie a créé pour Poutine. Un allié vital a été perdu. Peut-être le seul véritable allié influent que Poutine avait dans l'Union européenne. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Hongrie d'Orban a systématiquement bloqué toute décision européenne favorable à l'Ukraine. Pour Poutine, Orban symbolisait l'influence que la Russie peut exercer hors de ses frontières. La Hongrie ne serait jamais un allié militaire majeur pour lui. C'est un petit pays dont la population est inférieure au nombre de personnes vivant à Moscou. L'armée hongroise compte seulement 41 600 militaires, un chiffre si bas qu'il se rapproche dangereusement des plus de 35 000 soldats que la Russie a perdus en Ukraine rien qu'en mars. En tant que force militaire, la Hongrie n'avait aucune réelle valeur pour Poutine. L'incompétence stratégique du dirigeant russe aurait englouti en quelques jours tous les soldats que la Hongrie aurait envoyés. Pour Poutine, il ne s'agissait jamais de puissance militaire. La Hongrie était essentielle car Orban était la voix la plus forte de l'UE, soutenant systématiquement le dirigeant russe. Poutine a utilisé Orban comme une marionnette presque aussi longtemps que le premier ministre sortant de Hongrie était au pouvoir. Orban était constamment utilisé pour retarder les décisions par des manœuvres bureaucratiques dans l'UE. Quand cela échouait, Orban utilisait souvent son veto. Poutine utilisait Orban pour gagner du temps et négocier avec les vrais décideurs de l'UE au détriment de l'Ukraine. Autrefois, Orban disait aux Russes de quitter la Hongrie. C'est lui que les autorités ont choisi pour prononcer un discours lors de la réanimation d'Imre Nagy, qui était le premier ministre d'après-guerre exécuté pour avoir mené la révolution hongroise de 1956 contre l'Union soviétique. Entre la chute de l'Union soviétique et l'arrivée d'Orban au pouvoir, les choses ont changé. Autrefois ennemi de la conquête russe, Orban est devenu un allié. On dit que le pouvoir corrompt, et l'ascension d'Orban au sommet hongrois s'est accompagnée de ses promesses de ramener la Hongrie à ses valeurs nationalistes d'antan. Cela semblait séduisant à l'époque, mais Orban calquait sa manière de gouverner sur ce qu'il pensait que Poutine avait accompli en Russie. En s'inspirant de lui, Orban est devenu le pion du dirigeant russe. Cela est devenu parfaitement clair lorsque la nouvelle est tombée début avril qu'Orban avait non seulement offert son soutien à Poutine, mais l'avait fait de la manière la plus servile qui soit. Selon les rapports, Orban aurait comparé son aide à celle d'une souris aidant un lion, s'inspirant d'une fable hongroise. Cette offre a eu lieu en 2025 alors que Budapest voulait accueillir des pourparlers de paix sur la guerre en Ukraine, illustrant ce qu'Orban était devenu, un dirigeant misérable au service de Poutine. C'est exactement là où Poutine voulait qu'Orban soit. Maintenant qu'Orban a été évincé, Poutine réalise que la souris comptait plus qu'il ne le pensait. Avec le départ d'Orban, Poutine a perdu l'un des leviers qu'il pouvait utiliser contre l'UE, et même contre la notion même d'une Europe unifiée depuis des années. L'énergie est ce que la Russie utilise pour maintenir son influence en Europe. Même si l'UE essaie lentement de se libérer de l'emprise pétrolière que la Russie exerce sur le continent, Orban a résisté. En septembre 2025, Orban a chargé son ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, d'affirmer que la Hongrie ne cesserait jamais d'alimenter la caisse de guerre de Poutine en achetant du pétrole, faute d'alternative. Szijjártó a déclaré que les dirigeants de l'UE sont devenus fanatiques. On croirait entendre Poutine parler par la bouche d'un larbin d'Orban.
De même, Orbán n'a pas tardé à dire à l'UE qu'il n'allait pas renoncer au gaz russe dans une déclaration de 2024. La Hongrie avait signé un contrat de 15 ans avec Gazprom il y a seulement 3 ans. Tout cela réjouissait Poutine. Ce levier est désormais affaibli, mais pas forcément perdu. Nous ignorons à quel point la Hongrie dépendra de l'énergie russe sous Magyar. Le nouveau Premier ministre de la Hongrie ne compte pas courtiser Poutine aussi servilement que son prédécesseur. Il y a un deuxième levier que Poutine a perdu lorsque Orbán a été évincé de la plus haute fonction dirigeante de la Hongrie. Avant d'expliquer, rappelons que vous regardez l'émission militaire. Nous produisons des vidéos expliquant l'évolution du pouvoir et ses impacts. Vous apprenez grâce à cette vidéo, alors abonnez-vous pour en voir plus. Le second levier, favori de Vladimir Poutine, est la peur. Viktor Orbán a utilisé la peur pour obtenir le pouvoir. Un dirigeant autrefois libéral est devenu autoritaire, profitant du contexte hongrois favorable au nationalisme promu par Viktor Orbán. En 2010, Viktor Orbán, candidat à un second mandat de Premier ministre 8 ans après avoir mené la Hongrie vers l'UE et l'OTAN, adressait un message bien différent au peuple. Craignez l'afflux de migrants en Europe, a martelé Viktor Orbán. Résistez aux intérêts étrangers qui reçoivent des financements de l'étranger et ne faites pas confiance à l'intelligentsia. Orbán a suivi le plan de Vladimir Poutine et d'autres dirigeants autoritaires, prônant l'isolement dans un monde en expansion. Ne faites confiance à aucun étranger, méfiez-vous d'eux, résistez. Et bien sûr, Orbán était l'homme pour mener ce combat, et une fois qu'il a réussi à revenir au pouvoir, il s'est assuré d'amplifier ce message tout en tentant de démanteler les structures démocratiques qui pourraient l'évincer. Tout cela semble très familier. Le manuel de Poutine était suivi à la lettre. Pour le dirigeant russe, ce message de peur était idéal pour empêcher les Hongrois, surtout les opposants à Orbán, d'interférer avec les manœuvres russes en Europe. La victoire électorale de Magyar a envoyé un signal à Poutine que sa politique de la peur ne fonctionne plus, car les choses commencent à changer. Nous reviendrons bientôt sur ce point. D'abord, la réponse de la Russie se résume à essayer de faire comme si ce qui s'est passé en Hongrie n'avait pas vraiment d'importance. Bien que Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, ait depuis déclaré que la Russie souhaite un dialogue pragmatique avec le nouveau Premier ministre hongrois, sa réaction immédiate après la victoire de Magyar était bien plus révélatrice. Peskov a affirmé que la Hongrie n'avait plus de statut spécial auprès de la Russie et figurait désormais sur la liste des pays inamicaux, comme la majorité de l'Europe. Orbán a aussi été sacrifié. Nous n'avons jamais été amis avec Orbán, a déclaré Peskov, ce qui est un mensonge tout bonnement absurde. Ce que nous voyons, c'est la panique du Kremlin. La Russie n'apprécie plus la Hongrie, mais reste ouverte au dialogue. Orbán n'a jamais été un allié et nous dirons tout pour tenter de garder la Hongrie avec nous. Cette réponse chaotique montre l'inquiétude du Kremlin depuis que Magyar est aux commandes. Le Kremlin devrait s'inquiéter. La chute d'Orbán n'est pas seulement un événement majeur pour l'Europe, elle pourrait même contribuer à mettre fin à la guerre en affaiblissant la campagne de Poutine pour faire tomber l'Ukraine. Vous vous rappelez sans doute que nous avons mentionné plus tôt que Poutine utilisait Orbán pour bloquer les décisions de l'UE en faveur de l'Ukraine. Il y a quelques mois, avant sa défaite électorale, Orbán avait déjà agi ainsi, de façon très préjudiciable. Alors que l'Ukraine est confrontée à des défis financiers, l'UE a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros, soit environ 105 milliards de dollars par le biais d'un mécanisme complexe impliquant les avoirs russes gelés. La majorité des membres de l'UE ont approuvé ce prêt. La principale voix dissidente était Orbán, qui a empêché l'Ukraine de recevoir l'argent du prêt pourtant approuvé depuis des mois. La première partie de l'argent pourrait arriver en Ukraine dès mai, Orbán ne pouvant plus opposer son veto au prêt. C'est énorme pour l'Ukraine, car cela signifie qu'elle peut enfin commencer à dépenser massivement pour certaines des armes les plus importantes dont elle a besoin pour se défendre contre l'agression aérienne de la Russie. D'après le Télégraphe, les missiles Patriot et Storm Shadow sont les principales priorités de l'Ukraine. Les premiers aident l'Ukraine à se défendre des missiles balistiques russes, les seconds lui offrent plus de puissance de feu qu'elle peut utiliser dans les régions frontalières, les territoires occupés et en mer Noire. Les ambassadeurs de l'UE se réunissent à Bruxelles pendant que nous réalisons cette vidéo, le 22 avril, pour discuter des prochaines étapes concernant le prêt qu'Orbán a tenté de bloquer. L'ex-premier ministre hongrois avait dit qu'il n'approuverait que si l'Ukraine mettait en danger sa sécurité collective pour rétablir le flux de pétrole russe dans l'oléoduc Druzhba endommagé. Mais Orbán n'est plus là maintenant. Poutine ne peut plus utiliser ce levier pétrolier par l'intermédiaire de sa marionnette. À plus grande échelle, le Conseil de l'Atlantique estime que la défaite d'Orbán signifie que la Hongrie ne bloquera probablement plus l'intégration accrue de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Les aides financières, surtout de l'UE, seront beaucoup plus fluides sans Orbán pour contester à chaque étape.
L'UE et l'OTAN pourront également prendre des décisions politiques concernant l'Ukraine beaucoup plus rapidement, et les pays de l'UE pourront aussi s'accorder sur des paquets de sanctions sans avoir à négocier avec la servilité constante d'Orbán envers Poutine. De plus, la collusion écœurante entre la Russie et la Hongrie va cesser. Nous avons déjà évoqué l'histoire du lion et de la souris. Mais la collusion va encore plus loin que cela. Le 8 avril, Reuters a révélé que Shizato avait proposé d'envoyer au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, des copies de documents internes de l'UE concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. D'autres enregistrements ont révélé que Shizato a aussi collaboré avec la Russie pour tenter d'alléger les sanctions contre certains Russes. C'est le type de manœuvre sournoise que Poutine utilise depuis des années pour saper les efforts de l'UE en faveur de l'Ukraine. Les responsables de ces manœuvres ont été écartés du gouvernement hongrois. Pour l'Ukraine, cela signifie plus d'argent, moins de retard dû aux querelles internes de l'UE et la fin de l'inquiétude que des informations parviennent à Poutine via les proches d'Orbán. L'Ukraine va donc se renforcer, tandis que la Russie sera nettement affaiblie. Quelques réserves subsistent. La Hongrie ne sera plus un atout pour Poutine, mais elle n'enverra pas soudainement armes et argent à l'Ukraine. La Hongrie, petit pays, a affirmé par Magyar, « Nous ne pouvons dire à aucun pays d'abandonner son territoire, ce qui soutient l'Ukraine face aux pressions croissantes pour céder du territoire à la Russie dans le cadre d'un accord de paix. Mais il ne semble pas prêt de commencer à fournir directement une aide hongroise. Il a refusé de le faire avant d'être Premier ministre et rien n'indique un changement. Magyar ne pense pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE doive être accélérée, même s'il ne semble pas s'y opposer. Ce que l'on comprend de tout cela, c'est que la Hongrie ne va pas se transformer en un allié indéfectible de l'Ukraine, du moins pas du jour au lendemain. Elle voudra garder certains liens avec la Russie, sans pour autant devenir un atout pour Poutine. Dans l'ensemble, c'est un énorme avantage net pour l'Ukraine, ne serait-ce que parce que la Hongrie n'est plus un obstacle à la politique de l'UE. L'impact symbolique de la défaite d'Orbán est peut-être encore plus significatif. Poutine a cherché à diffuser ce récit en Russie et en Europe. Les élites russes ont accueilli la propagande du Kremlin affirmant le manque d'unité européenne. Ils pensaient que l'Occident se lasserait de soutenir l'Ukraine, comme le montrait l'opposition, souvent résumée aux plaintes d'Orbán contre les politiques de l'UE. Orbán était l'une des personnes au sein de l'UE sur lesquelles l'élite russe pouvait s'appuyer pour soutenir son récit. Maintenant qu'il est parti, toute l'histoire s'effondre. La campagne d'influence russe en Europe suit le même chemin. C'est un anathème pour Poutine, car tout son règne repose sur sa capacité à contrôler et à contraindre. Ne vous y trompez pas, les campagnes d'influence russes ne vont pas cesser de sitôt. Nous avons vu ce que la Russie a essayé de faire avec la désinformation qu'elle a diffusée en Hongrie à l'approche des dernières élections. De fausses allégations ont circulé, affirmant que Magyar utilisait des voyages humanitaires pour livrer secrètement de l'aide à l'Ukraine. Même chose pour les rumeurs de détournement de fonds et l'affirmation que Magyar rétablirait la conscription. Ces tactiques de désinformation sont la base de la guerre hybride menée par Poutine en Europe. Il ne va pas les abandonner juste parce qu'Orbán est parti. Perdre le parti ne signifie pas que le mensonge s'arrête, mais qu'il devient bien plus faible. La victoire de Magyar en Hongrie montre que la démocratie peut encore gagner, même face à l'influence russe. Même lorsque quelqu'un comme Orbán a travaillé si dur pour contrôler les médias et diffuser des messages de peur, il y a toujours l'espoir que l'opposition puisse se mobiliser et reprendre la main. Orbán était jadis vu comme inarrêtable, un premier ministre intouchable grâce à son contrôle national et sa collusion avec Poutine, ce qui bloquait les pratiques démocratiques occidentales. La victoire de Magyar brise ce récit. Une correction démocratique dans des nations que Poutine pensait contrôler par des marionnettes est possible, et cela portera encore plus préjudice aux dirigeants russes que l'argent qui afflue en Ukraine ou que le fait que l'Union européenne puisse présenter un front plus uni contre lui. Tout cela influencera la fin de la guerre. Mais le principal problème de Poutine est que l'éviction d'Orbán dévoile une grande faille dans un mécanisme longtemps utilisé par la Russie. D'autres pays sous l'influence de Poutine observeront la situation en Hongrie, et les opposants à la Russie sauront que si la Hongrie a réussi, eux aussi le peuvent. L'Ukraine peut envisager un avenir où le soutien de l'Union européenne sera plus stable et uni que jamais. La Russie poursuit son offensive. Tandis que Poutine tente de soutenir une invasion de l'Ukraine en échec, il ordonne le lancement de drones, dont certains ne visent pas l'Ukraine. Nombre d'entre eux entrent dans l'espace aérien de l'OTAN, illustrant seulement une facette de la guerre hybride menée par la Russie. Désormais, l'Europe de l'Est en a assez. Poutine a franchi une ligne impardonnable et des préparatifs sont en cours pour un affrontement. Des alliances se forment, des plans sont élaborés, et le message adressé à Poutine est clair. Quittez l'Europe ou soyez écrasés. La nation qui transmet ce message le plus fort actuellement est peut-être inattendue, la Bulgarie.
Le 7 mars, la nouvelle est tombée qu'il y avait eu une nouvelle incursion d'un drone russe dans l'espace aérien européen. Cette fois, la cible était Sofia. La capitale de la Bulgarie a été contrainte de fermer temporairement l'aéroport Vassilevski après que les systèmes de sécurité ont identifié un drone planant à proximité. Les autorités bulgares ont réagi vite. Contrôle du trafic aérien et police des frontières ont coordonné le déroutement des avions et la sécurité à l'aéroport. L'incident fut bref, le drone rapidement neutralisé. Et bien que la Bulgarie soit restée évasive quant à l'origine supposée du drone, certains allant même jusqu'à suggérer qu'un drone iranien aurait pu parcourir tout ce chemin jusqu'à son territoire, il n'y a en réalité qu'un seul coupable probable. La Russie semble encore à l'œuvre. La Bulgarie ne compte pas rester passive face à cette nouvelle incursion. Elle sait que ce qu'elle a vécu début mars n'est qu'une facette d'une guerre hybride bien plus ancienne et profonde que beaucoup en Europe ne veulent l'admettre. La réalité, c'est que la Russie est déjà en guerre contre l'Europe, mais pas de manière conventionnelle. La Bulgarie est la dernière victime. Nous analyserons bientôt la stratégie hybride de la Russie. Avant, il y a la réponse de la Bulgarie. Le pays a fait bien plus que fermer un aéroport quelques heures. Après l'incursion du drone, la Bulgarie a cherché à nouer des alliances et à se protéger. Toujours méfiante quant à une possible implication de l'Iran, la nation a annoncé une coopération renforcée avec la Grèce, qui est un allié de l'OTAN et un autre pays du front Est très conscient de la dangerosité de la guerre hybride. La Grèce va désormais déployer des chasseurs F-16 et un système de défense aérienne Patriot sur son propre territoire afin d'aider à protéger l'espace aérien de son voisin du Nord suite à une demande directe de Sofia. La Bulgarie a également réaffirmé son soutien à l'initiative Pearl, par laquelle les pays membres de l'UE et de l'OTAN peuvent acheter des armes aux États-Unis pour les utiliser en Ukraine dans la défense de son territoire contre la Russie. Ce que nous voyons ici, c'est une nation qui a été secouée au point de passer à l'action, et c'est là que sa réaction devient vraiment sérieuse. Au-delà de son réengagement envers Pearl, la Bulgarie a également envoyé un message fort à Poutine. Ces tactiques de guerre hybride non seulement n'effraient pas la Bulgarie, mais elles provoquent exactement le type de réaction opposée à ce que Poutine cherche à obtenir. Loin de paniquer ou de reculer, la Bulgarie a signé un accord de défense de 10 ans avec l'Ukraine. Annoncé le 30 mars, l'accord verra la Bulgarie, que le monde qualifie de grand fabricant d'armes, coopérer avec l'Ukraine dans la production de drones et de plusieurs autres types d'armes. Cela permet une production conjointe en Bulgarie et en Ukraine, a annoncé Volodymyr Zelensky. La durée de l'accord vise à systématiser l'approche des deux pays. Cela pourrait être le cas. Un accord de 10 ans envoie aussi à Poutine le message que la Bulgarie croit en la souveraineté durable de l'Ukraine. Pour cela, la Russie doit perdre en Ukraine. Poutine observe qu'un ancien membre de l'Union soviétique a répondu à sa stratégie de guerre hybride en renforçant ses liens avec le seul pays dont la Russie souhaite que la Bulgarie se tienne éloignée. Des entreprises de défense formeront des partenariats et la Bulgarie coopérera avec l'Ukraine au niveau gouvernemental. La Russie et ses alliés pensaient qu'envoyer un drone à Sofia allait diviser et intimider. Tout ce que Poutine a réussi à faire, c'est d'être le catalyseur d'une nouvelle alliance plus forte qui s'oppose à la Russie. L'Europe et l'OTAN ont besoin d'une telle alliance. Un drone au-dessus de Sofia n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la guerre que la Russie mène contre l'Europe. Le Centre d'analyse des politiques européennes, ou CEPA, a déclaré dans un rapport du 31 mars que ce que nous voyons actuellement partout en Europe, c'est une guerre de l'ombre qui semble ne jamais finir. L'Europe, affirme-t-il, n'est plus seulement spectatrice de la guerre en Ukraine et des agressions russes. Elle est devenue la cible d'une campagne de l'ombre menée par la Russie, qui cherche à démanteler la structure européenne et à semer le chaos dans les nations perçues comme une menace au projet de Poutine de recréer l'Empire russe. Les missiles ne volent pas et la Russie n'envahit pas le reste de l'Europe comme en Ukraine. Le sabotage, la surveillance, la cybercriminalité et les incursions aériennes sont les armes de cette guerre secrète. Et c'est un combat que la Russie mène depuis au moins 2022 et face auquel l'Europe doit ouvrir les yeux sur la réalité. L'escalade de cette guerre de l'ombre transforme les actions russes de tactiques isolées en une stratégie cohérente. La Russie exploite les modèles classiques de dissuasion européens, fondés selon 6 pas sur ce principe. Qu'un adversaire évaluera les risques et ajustera ses actions en réponse directe à la punition probable qui sera infligée. La Russie n'est pas ce type d'adversaire. Les services de renseignement et de sécurité russes sont récompensés pour leur initiative plutôt que pour leur retenue. Les opérations n'ont pas à viser d'objectifs stratégiques pour être validées. Elles doivent juste montrer qu'elles agissent, selon 6 pas. C'est un problème pour toute l'Europe. Le système russe récompense l'escalade et la méthode de dissuasion de l'Europe ne punit pas suffisamment cette escalade pour que la Russie s'arrête. Ce décalage des politiques militaires a mené à une guerre unilatérale et non traditionnelle où l'Europe est perdante.
La Bulgarie, consciente de la stratégie russe vue à Sofia, réagit en renforçant ses frontières contre les menaces aériennes et en signant des accords avec l'Ukraine pour consolider le front européen face à l'agression de Poutine. Pour la Russie, sa guerre de l'ombre comprend 4 types d'attaques, toutes en hausse depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Ces catégories sont simples, intermédiaires et infiltration, attaques sous-marines et énergétiques, incursions aériennes et opérations cybernétiques. Elles sont les armes de la guerre de l'ombre de la Russie, et une incursion de drones en Bulgarie n'est qu'une petite part d'un vaste problème que l'Europe doit résoudre. Nous débuterons avec les agents et tactiques d'infiltration. Juste sous le nez collectif de l'Europe, la Russie a construit un vaste réseau d'intermédiaires et d'entreprises criminelles qui opèrent sur le territoire des nations européennes. Incendies criminels, sabotage, intimidation et surveillance sont les armes privilégiées de ces groupes d'agents, s'étant montrées très efficaces. En utilisant des acteurs tiers, la Russie peut nier toute connaissance d'incidents qui servent ses intérêts, rendant caduc le modèle de dissuasion européen mentionné. Comment pouvez-vous dissuader un ennemi qui ne se bat pas selon les règles traditionnelles? Les exemples de cette approche par procuration et infiltration sont innombrables. Chatham House affirme que des personnes au Royaume-Uni travailleraient pour les services de renseignement russes. L'Allemagne a arrêté des personnes suspectées de préparer des attaques pour le compte de la Russie. Une série de déraillements de trains en Suède portait clairement la marque russe. En Estonie, élément clé du bouclier de l'Est de l'OTAN contre la Russie, les services de sécurité observent d'intenses tentatives russes de recruter des citoyens locaux, probablement pour former une force visant à attaquer le gouvernement. La Russie cherche à épuiser l'Europe dans son ensemble. Le sabotage par des intermédiaires, infiltrés et traîtres, vise à semer division et confusion dans les pays ciblés. Souvent, cela fonctionne. Actuellement, un groupe pro-russe en Bulgarie critique l'accord récemment signé avec l'Ukraine. Des partis pro-Kremlin en Bulgarie vont sans doute utiliser cet accord comme argument de campagne avant les élections parlementaires du 19 avril. Les manœuvres de Poutine sont évidentes, et ce genre de division explique pourquoi il y a eu une multiplication par 4 des opérations de sabotage russes à travers l'Europe en 2024. En parlant de sabotage, la Russie cible désormais, dans sa guerre de l'ombre, certaines des infrastructures sous-marines les plus cruciales au fonctionnement de l'Europe. C'est la deuxième partie du plan de guerre de l'ombre en 4 volets. C'est précisément le type de sujet traité dans l'émission militaire. C'est pour cela que nous faisons des vidéos, pour expliquer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si ce que vous regardez vous est utile, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. SIPA souligne que les câbles sous-marins et infrastructures énergétiques visés par la Russie en Europe sont vulnérables en raison de leur rôle crucial pour la vie civile et militaire. Encore une fois, la Russie n'adopte pas la même approche en Europe qu'en Ukraine. Des missiles et drones n'attaquent pas les centrales électriques. L'approche de la Russie est bien plus sournoise car elle cherche à exploiter les failles maritimes et océaniques dans les défenses de l'Europe pour dégrader les communications et semer la confusion au sein des structures militaires à travers tout le continent. Des navires, parfois appartenant à la Russie et d'autres fois semblant être de simples bâtiments civils inoffensifs, sont surpris à rôder autour des vastes réseaux de câbles sous-marins qui assurent le bon fonctionnement de l'Europe. Au 7 avril 2025, il y a eu au moins 2 incidents de sabotage sous-marin rien que dans le golfe de Finlande au cours des 18 mois précédents. Le flanc est de l'OTAN a encore été visé. La mer Baltique a été encore plus visée. Entre 2022 et le 25 avril, il y a eu 6 incidents de sabotage présumés dans cette mer, et 11 câbles sous-marins connus ont été coupés ou endommagés depuis 2023, rapporte Politico. Comme ces méthodes par intermédiaire et d'infiltration, tout vise à offrir à la Russie une déni plausible. Tout le monde, surtout en Europe de l'Est, sait qui est derrière ces sabotages sous-marins. Sans preuve irréfutable et avec une Russie qui connaît les limites avant de franchir le seuil d'actes de guerre conventionnels, aucune véritable représailles n'est possible. La Russie détecte les faiblesses des communications et de l'énergie dans les câbles sous-marins européens, tout en multipliant les provocations et en testant les limites dans les airs. Le drone qui est entré dans l'espace aérien de Sofia n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que nous avons vus, où il semble que des appareils russes pénètrent dans l'espace aérien des nations de l'OTAN pour semer le chaos. Souvent, ces incursions semblent montrer que Poutine cherche à provoquer l'OTAN, pensant sans doute qu'il n'y aura pas de représailles immédiates contre la Russie. Prenez par exemple l'annonce de l'opération Sentinelle de l'Est le 12 septembre 2025. Cette opération a été annoncée à la suite d'une incursion d'un drone russe en Pologne, mais moins de 24 heures après l'annonce de l'opération, un drone russe est entré dans l'espace aérien roumain. Moins d'une semaine après, 3 chasseurs russes MiG-31 ont pénétré l'espace aérien estonien et y sont restés 12 minutes ignorant toutes les demandes d'information, jusqu'à ce que l'OTAN envoie ses avions pour les escorter hors du flanc Est.
Depuis, des ballons-sondes biélorusses ont survolé la Lituanie, des drones russes ont empiété sur le territoire de base américaine en Estonie, ainsi que d'autres incidents. Rien qu'en 2025, selon The Conversation, les forces aériennes russes ont testé l'espace aérien de l'OTAN à 18 reprises. C'était 3 fois plus que les incursions de 2024 et ce drone dans l'espace bulgare montre que Poutine ne compte pas abandonner la 3e phase de la stratégie de guerre de l'ombre russe de sitôt. Pourquoi le ferait-il ? La Russie s'en sort plutôt bien avec tout ça. Du moins, c'est ce que pense Poutine. Enfin, il y a les opérations cybernétiques. Les cyberattaques russes ont évolué. Autrefois axées sur la technologie de l'information, elles ciblent désormais surtout les systèmes opérationnels, tels que réseaux énergétiques et infrastructures de transport. La désinformation est aussi un outil clé pour la Russie sur le front cyber. En saturant les réseaux sociaux de bots et de faux profils, la Russie manipule l'une des principales sources d'information pour influencer les élections et l'opinion publique à l'étranger. L'ironie ici, c'est que la Russie réprime l'accès libre à Internet à l'intérieur de ses frontières, tout en profitant de ce même type d'accès pour propager l'agenda de Poutine ailleurs. Le King's College de Londres souligne l'omniprésence de ces efforts cybernétiques. Il indique qu'entre novembre 2023 et novembre 2024, il a enregistré 505 incidents de manipulation de l'information et d'ingérence étrangère. Ces incidents ont impliqué 25 plateformes ciblées, 90 pays concernés, 322 organisations impliquées, 38 000 canaux et conduit à la production de 68 000 contenus. L'Ukraine, l'Allemagne, la France et la Moldavie étaient parmi les pays les plus visés. Ces opérations sur les réseaux sociaux montrent que la cyberguerre russe vise aussi à influencer l'opinion, pas seulement à perturber des systèmes. Encore une fois, ce mot division revient au premier plan. À travers ces campagnes cyber, la Russie peut nuire directement à ses cibles et créer les types d'atmosphères politiques polarisées que nous voyons actuellement dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. L'Europe essaie de riposter sur ce front. En décembre 2025, le Conseil européen a annoncé des sanctions contre 2 entités et 12 individus impliqués dans la manipulation de l'information et des cyberattaques. Des mesures importantes, certes, mais loin d'être à l'échelle nécessaire pour arrêter les agissements cybernétiques de la Russie. Et c'est là le grand problème auquel l'Europe est confrontée. Alors que la Russie mène sa guerre de l'ombre, beaucoup en Europe ne savent pas vraiment ce qui les attend, ou bien ils interprètent mal cette guerre de l'ombre en la prenant pour autre chose. Dans de nombreux pays européens, les sabotages et cybercrimes russes sont généralement traités par les forces de l'ordre selon les lois pénales et civiles. Le sabotage de câbles est souvent attribué à des accidents maritimes. Vladimir Poutine en est conscient, ce qui permet à la Russie de s'en tirer pour une grande part sur le front hybride. Les actions de la Russie ne sont pas vues comme des actes de guerre répétés, mais comme des crimes pour lesquels la Russie affirme qu'on ne peut pas lui demander de compte, sans possibilité d'agir contre cela. Même militairement, on peut dire que l'Union européenne et l'OTAN n'agissent pas assez pour stopper la Russie. Euromaidan Press indique que Bruno Kahl, ex-chef du renseignement allemand, prédit que la Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN d'ici la fin des années 20. D'autres, dont Carsten Breuer, qui est l'inspecteur général de l'armée allemande, ont fait des déclarations similaires. Malgré de nombreux avertissements sur l'inefficacité de la dissuasion, l'Europe reste non préparée à un passage de la guerre de l'ombre à la guerre conventionnelle. Selon Euromaidan Press, l'Europe ne sera peut-être prête qu'en 2035, soit dans 5 ans au mieux, tandis que plusieurs généraux de l'OTAN préviennent d'une offensive russe. Une partie de l'Europe restera au moins non préparée. Sur le flanc et du continent, nous commençons à voir les préparatifs s'intensifier. La Bulgarie en est l'exemple parfait. Elle cherche de l'aide auprès de la Grèce et de l'Ukraine pour l'aider à faire face à la menace russe inévitable. Selon RFU News, plusieurs autres pays européens font de même. Depuis plus de 4 ans, l'Ukraine se défend brillamment contre le genre de campagne que Poutine pourrait lancer en Europe. L'Ukraine possède maintenant une base industrielle de défense renforcée, avec diverses technologies anti-drones, comme des drones intercepteurs et la guerre électronique. La Bulgarie, le Danemark, la Finlande et la Lettonie profiteront désormais de ces technologies grâce à leur partenariat avec l'Ukraine dans l'initiative Build for Ukraine. L'intégration du savoir-faire ukrainien émerge en Europe de l'Est. Cela pourrait être la riposte idéale à la guerre de l'ombre de Poutine. Une approche censée diviser commence au contraire à créer un certain niveau d'unité en Europe, du moins dans les régions de l'Est et nordique, ce qui est la riposte parfaite à tout ce que fait la Russie. Les préparatifs de guerre avancent déjà dans de nombreux territoires de l'Est. La Bulgarie prend seulement maintenant conscience de la menace russe et commence à se préparer. En Lettonie, un groupement tactique de l'OTAN articulé autour d'une brigade allemande est en cours de formation et sera prêt d'ici 2027. La Pologne est devenue l'une des nations européennes les plus puissantes, consacrant 4,5% de son PIB à la défense en 2025, soit le taux le plus élevé de l'OTAN. 54% de ses dépenses de défense vont à la fabrication d'armes, pas aux salaires et coûts.
La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Pologne ont toutes beaucoup investi dans la défense de leurs frontières. Ici, on voit les prémices se dessiner en Europe de l'Est. Alors que beaucoup sur le continent tergiversent et semblent constamment incertains quant à la manière de réagir à la guerre de l'ombre, même si les généraux avertissent que la Russie se prépare à aller plus loin, des pays comme la Bulgarie, la Pologne et les nations baltes se préparent à ce qu'ils pensent voir arriver. Vous pouvez aussi inclure la Grèce. La Bulgarie dépend de son voisin pour sa défense. La coopération entre ces nations et l'Ukraine est à son plus haut niveau. Des défenses sont mises en place et les signaux d'alarme déclenchés par la guerre de l'ombre sont pris au sérieux. L'Europe de l'Est rejoint l'Ukraine. Et cela montre à Poutine que la guerre de l'ombre qu'il mène ne les intimide pas. Ils se préparent à l'affrontement et, avec l'Ukraine, sont prêts à écraser le dirigeant russe et ses ambitions impérialistes. Tout cela suppose que la Russie ait encore une armée pour passer de la guerre de l'ombre à la guerre conventionnelle. Ce n'est pas acquis, car des dizaines de milliers de soldats de Poutine sont anéantis en Ukraine. Le paysage militaire de l'Europe évolue sous nos yeux. Partout sur le continent, de nombreux pays augmentent leurs dépenses de défense, investissent dans de nouveaux équipements innovants et se préparent à l'éventualité d'une guerre. Ils ont vu l'agression impitoyable de la Russie en Ukraine, et ils veulent être prêts à réagir si Vladimir Poutine décide de frapper ailleurs. En tant que l'une des nations de l'OTAN les plus proches du conflit en cours, la Pologne a été l'une des plus proactives dans ses préparatifs, en assemblant ce que certains experts appellent l'armée de chars la plus puissante d'Europe, et en donnant vie au pire cauchemar de Poutine, juste aux portes de la Russie. Les experts militaires d'Army Recognition ont récemment réalisé une évaluation approfondie des parcs de chars européens. Ils ont analysé le nombre de chars détenus par chaque nation, ainsi que les commandes à livrer dans les prochaines années, ainsi que les types de chars les plus populaires utilisés aujourd'hui à travers le continent. Et quels parcs de chars ont les meilleures chances de résister à une éventuelle invasion russe? Leurs recherches ont révélé des tendances fascinantes et ont prouvé de manière assez concluante que la Pologne ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de moderniser son armée et de défendre ses frontières. Alors, examinons de plus près les données. Historiquement, l'une des façons les plus simples de comparer la puissance des flottes de chars de deux nations ou plus est de regarder uniquement la taille de leur flotte. Disposer de nombreux chars n'assure pas toujours plus de puissance, mais il vaut mieux en avoir des centaines que quelques dizaines. Et en termes de chiffres purs, la Pologne n'est pas tout à fait en tête du classement, mais elle s'en rapproche certainement. Selon les données d'Army Recognition, c'est la Turquie qui mène la danse avec un total estimé à 2381 chars. La Grèce occupe la deuxième place du classement avec un impressionnant total de 1385 chars. À titre de comparaison, il convient de noter que les États-Unis disposeraient actuellement d'environ 2640 chars, tandis que la Chine domine le classement mondial avec environ 4700 chars. Et la Russie disposerait actuellement d'environ 3460 chars opérationnels, avec environ 2100 chars plus anciens supplémentaires encore entreposés dans des installations de stockage, dont la plupart datent de l'époque de l'Union soviétique. Les dernières données classent la Pologne 3e en Europe, avec un peu moins de 900 chars. Cependant, la Pologne a déjà lancé des efforts d'acquisition supplémentaires, qui devraient lui permettre d'atteindre une flotte totale, comprise entre 1800 et 1900 chars. L'armée polonaise pourrait ainsi dépasser la Grèce et se placer loin devant presque toutes les autres nations d'Europe. L'Allemagne, par exemple, qui est également en train d'apporter d'importantes améliorations à son armée après des décennies de stagnation, ne possède que 313 chars au total. La situation est similaire dans les autres grandes nations d'Europe occidentale. La France possède une flotte d'environ 200 chars par exemple, tandis que le Royaume-Uni en compte légèrement plus avec 213 et l'Espagne en a environ 274. Ces flottes paraissent presque embarrassantes par leur petite taille comparée aux milliers de chars déployés par la Chine, la Russie et les États-Unis. Les experts en reconnaissance militaire rappellent que la qualité des flottes de chars modernes compte autant que leur quantité. Un pays comme la Russie, par exemple, semble certainement disposer d'une force de chars presque insurmontable si l'on ne regarde que les chiffres. Mais en examinant les détails et les types de chars utilisés, beaucoup sont anciens, dépassés selon les standards actuels, et manquent de caractéristiques et technologies modernes des meilleurs chars mondiaux. Le rapport souligne, par exemple, qu'un grand pourcentage de la flotte russe est désormais composé de modèles hérités du passé, comme les T-55 T-62 de l'époque soviétique, les anciennes variantes du T-72 et les T-80, aux côtés de modèles plus récents comme le T-90.
Certains de ces chars datent de plusieurs décennies. Le T-55 par exemple a été introduit peu après la Seconde Guerre mondiale et n'a pratiquement aucune pertinence sur les champs de bataille d'aujourd'hui. On peut dire des choses similaires du T-62 et de certains autres chars de combat principaux russes. En termes de dispositifs de contrôle de tir, de survivabilité, d'intégration numérique et d'autres critères vraiment importants, ces types de chars sont littéralement à des années-lumière des meilleurs modèles d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Donc, même si Moscou peut encore aligner une masse de chars, cela ne signifie pas forcément autant que par le passé. Avoir aujourd'hui une force de chars puissante ne se résume pas à posséder des milliers d'unités, mais à disposer d'une flotte aux capacités de pointe. Il s'agit d'avoir des chars capables de faire face aux champs de bataille modernes, avec les plus hauts standards de survivabilité, de préparation au combat et d'intégration numérique, afin qu'ils puissent recueillir et partager des données avec d'autres systèmes et unités, orienter les stratégies et fournir cet avantage tactique crucial au cœur de la bataille. Les chefs militaires européens l'ont manifestement compris. Ainsi, même si beaucoup de leurs flottes peuvent sembler modestes sur le papier, elles sont en réalité bien plus puissantes qu'elles n'en ont l'air. La flotte allemande de 313 chars, par exemple, est composée exclusivement de Léopard 2. De nombreux experts du monde entier considèrent le Léopard 2 comme l'un des meilleurs, voire le meilleur char existant aujourd'hui, en grande partie grâce à son design presque irréprochable, qui offre un équilibre idéal entre puissance de feu, mobilité et protection de l'équipage. Il existe très peu de chars sur Terre capables de rivaliser avec le Léopard 2 dont le moteur diesel de 1500 chevaux lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 70 km/h, soit 43 miles par heure. De plus, ses optiques avancées, combinées à son canon lisse de 120 mm, lui permettent de frapper avec précision des cibles jusqu'à 5 km, soit 3,1 miles même en mouvement. Ce char profite aussi d'un blindage modulaire multicouche, constamment perfectionné et amélioré, d'un système de contrôle de tir haut de gamme, d'imagerie thermique et d'une gestion numérique du champ de bataille. La France, de son côté, dispose également d'une flotte petite mais puissante, avec 200 de ses propres chars Leclerc, dont 51 unités qui ont été modernisées au standard XLR le plus récent et le plus abouti. Bien que le Leclerc ne figure peut-être pas en tête des classements des meilleurs chars de combat principaux au monde, il reste un blindé redoutable pour toute force ennemie, réputé pour son exceptionnelle mobilité, ses systèmes de contrôle de tir high-tech et son chargeur automatique à cadence rapide. C'est l'un des chars occidentaux les plus réactifs du XXIe siècle, équipé d'un blindage modulaire permettant des réparations, des améliorations et un entretien facile sur le terrain dans des conditions de combat réelles. Au Royaume-Uni, la situation est similaire. L'armée britannique dispose de 213 chars, Challenger 2, et progresse régulièrement vers la nouvelle génération, le standard Challenger 3, équipé d'un nouveau canon principal, d'un blindage renforcé et de systèmes avancés, alignant la flotte de chars nationale sur celle d'autres pays. Partout en Europe, on observe le même schéma, avec de nombreux pays disposant de forces réduites mais néanmoins puissantes, bien adaptées à leurs besoins spécifiques. L'Espagne, par exemple, possède 219 chars Léopard 2E et 55 Léopard 2A4, formant une force blindée équilibrée et tournée vers l'avenir. L'Italie dispose de 150 chars Seon Ariete de sa propre conception, mais elle travaille à moderniser sa flotte avec des variantes plus avancées. Alors que les Pays-Bas, après des années sans flotte indépendante et une intégration dans une unité germano-néerlandaise de Léopard, deux créés en 2015, cherchent désormais à rétablir leur propre capacité blindée en achetant 46 nouveaux chars, Léopard 2 A8. La Suède, quant à elle, possède 110 chars STRV 122, qui sont généralement considérés comme étant parmi les meilleures variantes du Léopard 2 actuellement en service opérationnel. Malgré son statut historiquement neutre, la Suisse a également beaucoup investi dans les Léopard 2, avec 134 unités spécialement adaptées à ses propres normes nationales. Dans les pays nordiques, la Finlande dispose de 200 chars, Léopard, 2 supplémentaires, avec des variantes 2A4 et 2A6, tandis que le Danemark et la Norvège possèdent respectivement des forces plus réduites de 44, Léopard 2A7V et 36, Léopard 2A4. Le Portugal possède une flotte de 34 chars, Léopard 2A6, tandis que l'Autriche dispose de 53 modèles, Léopard 2A4. Et en Europe centrale, il y a la Hongrie, avec 110 variantes de Léopard 2 et des T-72 soviétiques, ainsi que la Tchéquie, avec 58 Léopards, 2A4 et des T-72 modernisés. Et la Slovaquie,
avec une flotte petite mais équilibrée, composée une fois de plus de Léopard 2 A4 et de T-72 russes. Plus on va vers l'est, plus on commence à voir de T-72 et d'autres chars de l'époque soviétique. La Roumanie, par exemple, possède une flotte importante de 377 chars, mais elle est en grande partie composée de variantes assez anciennes comme le T-55 AM, le TR-85 et le TR-85 M1. En Serbie également. Il y a 229 chars, dont 195 M84-30, T-72 et un petit lot de M84 AS1. Si certaines de ces flottes sont plus petites ou moins puissantes, beaucoup reflètent assez bien les besoins et les ambitions militaires de leurs pays respectifs. Le Royaume-Uni, en tant que nation insulaire, n'a pas besoin de milliers de chars sur son sol, mais dispose tout de même de nombreux modèles haut de gamme prêts à être déployés si nécessaire. Les besoins de la Pologne, cependant, sont très différents. Située juste à côté de l'Ukraine, elle doit être prête à faire face au même type d'invasion que celle qu'a subie Kiev en 2022. Et elle doit avoir une force terrestre assez puissante pour affronter des centaines de chars, véhicules blindés russes et des dizaines de milliers de soldats franchissant ses frontières. Et pour ce genre de situation, une petite flotte de seulement quelques centaines de chars ne suffira tout simplement pas. Heureusement, la Pologne prend toutes les bonnes mesures pour se préparer au pire des scénarios. Mais avant d'aller plus loin, c'est pour cela que nous faisons The Military Show, pour expliquer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. La Pologne ne mise plus seulement sur la qualité ou la quantité de sa flotte de chars, mais sur les deux. Elle veut une flotte composée non seulement des modèles les plus récents et à la pointe de la technologie, mais elle veut aussi s'assurer que sa force soit suffisamment grande pour inspirer la crainte chez ses ennemis. Elle veut une force qui ait réellement une chance de tenir tête à ces milliers de chars russes encore en service, ainsi qu'aux milliers d'autres cachés dans les entrepôts soviétiques. Elle est déjà bien avancée vers cette vision. Actuellement, la flotte de chars polonaise compte parmi les meilleures du continent. Elle comprend non pas un, ni deux, mais 3 des meilleurs chars de la planète. Le K2 Black Panther de Corée du Sud, le M1A2 Abrams des États-Unis et le Léopard 2 d'Allemagne. Au total, Varsovie peut compter sur 180, K2, Black Panther 100, 17, M1A2 Abrams, ainsi que 116 autres du modèle M1A1 Abrams, un peu plus ancien, mais toujours excellent, et 202 Léopard 2, dont 105 de la variante, 2A5 et 97 de la variante 2PL. La Pologne dispose également de 205 chars PT-91, ainsi que d'une petite mais néanmoins notable sélection de 46 T-72. Ce n'est pas une mauvaise force, loin de là, mais la Pologne vise beaucoup plus haut. Elle est en train d'acquérir 1000 chars K2 et K2PL supplémentaires dans le cadre d'un accord de plusieurs milliards de dollars. À titre indicatif, le K2 est généralement considéré comme le char le plus avancé qui existe. Il excelle dans presque tous les domaines importants. En termes de mobilité, par exemple, le K2 établit une référence que beaucoup d'autres chars n'ont aucune chance d'égaler. Il utilise son système de suspension à bras intégrés qui lui permet de traverser des terrains accidentés avec facilité. Idéal pour les paysages vallonnés de la péninsule coréenne et d'autres régions similaires dans le monde. En ce qui concerne la puissance de feu également, le K2 règne en maître, avec son canon lisse de 120 mmL 55 associé à un chargeur automatique qui lui permet de tirer jusqu'à 15 obus par minute même en mouvement. Et avec ses systèmes radars et capteurs de pointe au niveau mondial, le K2 n'est pas seulement puissant, il est aussi extrêmement précis, atteignant sa cible presque à chaque fois. Le char peut aussi tirer les munitions intelligentes sud-coréennes Kastam-2, capables de suivre des trajectoires élevées, comme des obus d'artillerie pour frapper par le dessus les parties supérieures, souvent plus fines et vulnérables, des chars et véhicules blindés ennemis. Grâce à cela, peu importe le type de char de combat principal que le K2 rencontre, il aura presque toujours l'avantage dans n'importe quel duel. La technologie du K2 est aussi de nouvelle génération. Il est souvent présenté comme un super ordinateur sur chenille, doté des technologies de gestion de champs de bataille parmi les plus avancées, permettant une intégration et un partage de données fluides avec les unités environnantes comme drones, avions et équipes au sol. Toute cette technologie et puissance serait inutile si le K2 ne résistait pas à un coup. Heureusement, c'est aussi l'un des chars les plus résistants, utilisant un blindage composite, un blindage réactif explosif, et un système de protection active soft kill pour faire face aux impacts directs, aux tirs d'armes légères et même contrer les missiles entrants. En plus de tout cela, le K2 est plus léger et plus agile que ses concurrents les plus proches, le Léopard 2 et le M1 Abrams.
Donc il n'est pas seulement solide, robuste et technologiquement supérieur, mais aussi étonnamment rapide. Et lorsque les plans de la Pologne se concrétiseront, elle aura très probablement plus de ces chars que n'importe quel autre pays, avec une flotte totale d'un peu moins de 2000 chars. De plus, les premiers lots sont déjà arrivés, donnant aux équipages de chars polonais le temps de commencer à apprendre les systèmes du K2 et à maîtriser ses nombreuses technologies. Plus le temps passe, plus ces équipages deviendront compétents. Il n'est donc guère surprenant que Army Recognition et d'autres groupes d'analystes militaires n'hésitent pas à considérer que la Pologne mène aujourd'hui l'effort de modernisation blindée le plus complet d'Europe. Aucun autre pays ne s'en approche. Une fois que la Pologne aura terminé son expansion, elle dépassera la Grèce en termes de nombre de chars et se rapprochera de la Turquie. Mais surtout, elle aura une force bien plus moderne que celle de ces deux pays, et plus grande que celle de toutes les grandes nations d'Europe occidentale réunies. Ce sera la flotte ultime, combinant masse, soutien industriel et une interopérabilité totale avec l'Alliance. Cette dernière partie est sans doute la plus importante et peut-être même la chose qui effraie le plus la Russie. Parce que, comme le souligne Army Recognition, en observant la modernisation des flottes de chars en Europe, on constate que les mêmes modèles reviennent sans cesse. De nombreux pays ont investi dans le Léopard 2 par exemple, ainsi que dans l'Abrams, et certains ont également exprimé leur intérêt à suivre l'exemple de la Pologne et à acheter aussi quelques K2. Même les nations d'Europe de l'Est et les anciennes républiques soviétiques qui ont survécu pendant des années, grâce à leur stock de vieux T-72 et de modèles similaires, s'éloignent de ces types de chars et optent pour des alternatives occidentales. C'est énorme pour l'Europe en tant que force unie et pour l'alliance de l'OTAN. Lorsqu'un continent utilise des plateformes haut de gamme communes ou similaires, il lui est bien plus simple de collaborer, de s'entraider, de mutualiser ses forces et de déployer ses troupes ensemble sans se préoccuper de compatibilité ou d'obstacles. Avant, quand ces pays utilisaient des chars très différents, il leur aurait été bien plus difficile de coopérer en situation de combat. Mais ce qui était autrefois une mosaïque de flottes nationales vieillissantes, chacune avec ses propres particularités et caractéristiques, est rapidement transformé en ce que Army Recognition décrit comme une force blindée européenne unifiée et de haute technologie, capable de mener des opérations de haute intensité sur la durée. Le rapport souligne également que, même si les nations d'Europe occidentale ont historiquement les économies les plus fortes et dont le plus d'argent à consacrer à leurs armées, l'équilibre des pouvoirs en Europe se déplace en réalité vers l'Est, vers les pays les plus proches de la Russie. Ces mêmes nations que Vladimir Poutine et ses acolytes du Kremlin considéreront comme leurs menaces les plus directes et comme des cibles potentielles pour de futures invasions ou opérations militaires spéciales. La Pologne arrive en tête. Depuis longtemps, des rumeurs évoquent les plans possibles de Vladimir Poutine pour traverser l'Ukraine ou utiliser la Biélorussie afin d'attaquer la Pologne. Couper les États baltes, ouvrir un corridor de la Russie continentale jusqu'à l'enclave de Kaliningrad et tester enfin la détermination de l'OTAN. La Pologne en est bien consciente. Elle sait que si la Russie poursuit vraiment des actions militaires hors d'Ukraine, Varsovie sera alors ciblée. C'est pourquoi elle prend toutes les mesures nécessaires pour renforcer ses forces, remplacer les anciens systèmes, agrandir sa flotte et investir dans les meilleurs chars disponibles. La Pologne ne se focalise pas seulement sur les chars, elle a aussi porté son budget de défense à près de 5%, un record en Europe, tout en augmentant également le nombre de ses troupes, en formant les civils aux techniques de défense et aux premiers secours, en renforçant ses stratégies de cybersécurité et en construisant un système extraordinaire de fortification le long de sa frontière orientale, ce qu'on appelle le bouclier de l'Est, qui comprend de nouveaux bunkers, des barrières anti-chars et des systèmes anti-drones, pour affronter tout ce que la Russie pourrait lui opposer. Alors que de nombreux autres pays européens font également un excellent travail pour moderniser et améliorer leurs forces armées, c'est la Pologne qui donne le meilleur exemple de tous. Petit à petit, elle devient la puissance majeure du flanc Est qu'elle doit être, le moyen de dissuasion qui se dresse entre Vladimir Poutine et toutes les futures campagnes de conquête qu'il pourrait envisager, le rempart entre la machine de guerre du Kremlin et l'alliance de l'OTAN, et il ne fera que se renforcer à partir de maintenant. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont une guerre hypothétique entre la Russie et la Pologne pourrait se dérouler dans cette vidéo, qui explore comment les deux forces se comparent l'une à l'autre, et quelle pourrait être la réponse plus large si la Russie osait marcher sur Varsovie. Sinon, pour un aperçu actualisé de la situation en Ukraine, regardez cette vidéo, qui montre comment les frappes stratégiques de drones de Kiev ont allumé l'étincelle qui pourrait enfin faire exploser l'économie russe. Pour d'autres analyses,
et reportages militaires factuels comme celui-ci. Abonnez-vous à The Military Show dès aujourd'hui. La vidéo que vous venez de regarder a été localisée, distribuée et monétisée par Linguana, grâce à un doublage IA avancé qui préserve la personnalité authentique, l'émotion et l'énergie de chaque créateur. Linguana traduit des contenus qui ont fait leur preuve dans plus de 40 langues et les diffuse sur de multiples plateformes afin d'accroître la portée mondiale et les revenus des créateurs. Sa particularité réside dans son ampleur. Linguana collabore avec plus de 1000 créateurs de premier plan et distribue des vidéos localisées sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion et bien d'autres plateformes. Le contenu éprouvé des créateurs touche de nouveaux publics, générant d'importants revenus supplémentaires pour eux et les plateformes. Pour les créateurs, Linguana s'occupe de tout de A à Z, sans aucun coût ni aucun effort. Rien ne change dans votre façon de créer. Vous atteignez et monétisez plus de personnes dans davantage de pays, plateformes, services de streaming et chaînes fast. Linguana fonctionne selon un modèle de partage des revenus, liant son succès à la valeur générée pour vous. Pour les marques, Linguana permet de toucher des audiences très ciblées à grande échelle, grâce à des insertions publicitaires vidéo alimentées par l'IA et à des placements de produits virtuels intégrés de manière transparente dans des contenus multilingues avec la voix même du créateur sur toutes les grandes plateformes. L'équipe mondiale de Linguana est répartie entre Los Angeles, New York, Tokyo, Dublin, Amsterdam, Tel Aviv et Sofia. Si vous êtes un créateur ou une marque souhaitant vous développer à l'international, rendez-vous sur linguana.com. C'est linguana.com.